quand même à l'horizontale. Sauf que le trépied, là, je trouverais ça risqué, moi. Si on fait une petite pente en gazon, n'importe quoi en terre, là, assurez-vous que votre trépied est droit, votre colonne centrale est droite, puis votre caméra est bien à l'horizontale, parallèle au sol, le plus possible. Après ça, vous montez mal votre sabot sur votre grip, sur votre... ça arrive des fois, parce que vous pensez, vous faites ça le soir, hein? Vous ne voyez rien. Là. Donc, je vais en parler plus tard, comment s'éclairer la nuit. Là. Vous montez ça vite, puis ouf, c'est mal monté. Il y en a qui montent leur caméra comme ça aussi. Sauf que moi, mon sabot ici, ma grippe de sabot, j'ai un niveau ici et j'ai la vis qui serre le sabot. Si je mets ça comme ça, j'ai de la misère à têter, à serrer fortement mon pied de sabot. OK? Alors, moi, personnellement, ce que je fais, en même temps, je la mets comme ça, de l'autre côté, perpendiculaire. Je peux voir mon niveau et ma grippe, voyez-vous, j'ai plus d'aisance pour visser mon sabot à mon porte-sabot. Alors, je suis sûr que tout est solide, tout tient bien. Ensuite de ça, OK, on a monté le trépied, on a installé notre caméra, tout est solide, tout le kit. Là, notre caméra est ici, on s'installe ici, derrière notre caméra. Sauf qu'on a la patte entre nos deux jambes. Encore une fois, on risque de s'accrocher dessus, puis la séance photo est finie. Alors, assurez-vous que votre trépied est monté et que dans le milieu, ici, vous êtes là, mais qu'il n'y a pas de patte entre vos deux jambes. Alors, vous risquez moins de faire tomber votre petit setup pour l'astrophoto. C'était 7 points que je voulais mettre. Maintenant, on va parler des APN ou des DSLR. Vous allez voir ça, les appareils photo numériques ou les DSLR, Digital Single Lens Reflex en anglais. Vous allez voir souvent ces acronymes-là dans soit sur le web, soit sur les vidéos, soit sur dans les livres, n'importe quoi. Souvent, les Français vont parler d'APN, appareil photo numérique, et les anglophones, ça va être DSLR. Mais on a nos Français aussi qui aiment bien parler de DSLR, ils sont tellement francisés anglophones. Alors, c'est juste pour vous dire, quand vous voyez ça dans un livre, c'est quoi ça un APN, c'est quoi un DSLR? Bien là, vous allez le savoir. Ah, Pierre qui s'en vient, M. Paquette. Bon. Il existe 3 sortes d'appareils photo. Je m'excuse, pour l'astrophotographie. On a notre bon vieux réflexe, comme un T7i. Tu connais ça, les T7i? Hein? Je pense que oui. Hein? Il y a une vague chez Gosselin. C'est les meilleurs. Ouais. C'est superbe. Ensuite, on a les hybrides qu'on appelle. J'ai mis les Canon parce que je me sers beaucoup du Canon. Et on a les bridges qu'on appelle aussi. C'est un autre modèle ici, les PowerShot. La différence entre les 3. Le réflexe, la lumière rentre par l'objectif. En arrière, vous avez un miroir à 45 degrés et ça réfléchit dans un viseur qui est ici en arrière. OK? C'est un boîtier. Vous pouvez avoir des écrans ou vous pouvez avoir pas d'écran, mais de plus en plus, les réflexes sont équipés avec des écrans. Vous pouvez avoir un écran qui est escamotable, qui est très pratique pour l'astrophotographie. Tout dépendant de la manière que vous installez votre caméra, vous n'avez pas le cou cassé ou comme ça pour voir votre image. Le réflexe a aussi des objectifs interchangeables. Vous pouvez mettre toutes sortes d'objectifs dessus. OK? Le hybride, la différence. Le hybride, lui, la même chose. La lumière rentre par la lentille. Pèsez sur le piton trop vite. La lumière rentre par la lentille. Sauf qu'en arrière, c'est un appareil sans miroir qu'on appelle. Okay? Vous avez un écran en arrière qui vous montre ce que la lumière capte, le sujet que vous captez. Lui aussi a des objectifs interchangeables pour ce sorte d'appareil-là. Le bridge, même principe, c'est la lumière rentre par l'objectif. Vous avez un écran en arrière. La seule différence avec le bridge, c'est que l'objectif n'est pas interchangeable. C'est un objectif fixe et souvent, c'est un objectif, vous allez avoir un zoom là, dessus. Alors, c'est un zoom électronique. Mais les 3 points importants pour ces 3 types de caméras-là que vous pouvez utiliser pour faire votre astrophotographie, vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil à 10 000 $, là, mais ce qu'il y a de très important pour faire votre astrographie,
c'est que vos appareils soient en mode manuel. Il n'y a pas d'automatisme du tout en astrophotographie. Tout se fait en mode manuel. Le focus, vous enlevez l'autofocus, vous avez le tout. C'est tout en mode manuel. Je vais revenir de plus en plus dans le vif du sujet tout à l'heure. Sans le mode manuel, vous ne pourriez pas faire de pause longue et régler l'exposition correctement. Exemple, pour photographier la Voie lactée, les temps de pause se compteront en dizaines de secondes en fonction de l'ouverture et du réglage et de la lentille que vous utilisez. On s'entend pour faire la Voie lactée, vous ne prenez pas une lentille, un zoom de 200 mm, vous allez voir une petite partie de la Voie lactée. Il vous faut des zooms, pas des zooms, mais des objectifs grand angle. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les 3 types d'appareils, les réflexes, les hybrides et les bridges. Les petits appareils comme ça, vous avez ici, c'est pourquoi les appareils tels que les compacts ne peuvent pas aller au-delà d'1 ou 2 secondes de pause. Leur capteur n'est pas fait pour ça. Les capteurs sont tout petits. Et pour cela, l'astrophoto nécessite au moins un format bridge, hybride, mais de préférence un réflexe. Puis, pas besoin d'acheter des réflexes haut de gamme, comme je vous ai dit. On peut tirer de très bons résultats avec des réflexes d'entrée de gamme. Et même s'il y a de très bonnes occasions sur les sites comme Marketplace, Facebook, là, Kijiji, eBay, les petites annonces, il y a des super deals des fois là, que vous pouvez prendre dessus. Vous pouvez acheter là-dessus. On peut se procurer un pare-soleil qui va aider pour la condensation de l'objectif. Et lorsque l'humidité est trop grande, que vous avez des sessions de plusieurs heures qui peuvent durer 3-4 heures, 2-3 heures, munissez-vous d'une bande chauffante. Vous pouvez en mettre une ici autour de votre objectif au complet, une grosse comme ça, ou une petite comme ça. Le seul inconvénient, on parle de bande chauffante, on parle de batterie, on parle de power supply. Alors, avant, les bandes chauffantes fonctionnaient sur le 12 volts. Maintenant, ils ont des ports USB qui fonctionnent sur le 5 volts. Vous pouvez le brancher sur, si vous avez un laptop, n'importe quoi, ou même une batterie, des power packs qu'on a pour nos cellulaires, là, vous pouvez le brancher là-dessus. Paul? Oui. Ça doit te foutre la batterie de caméra à terre si vite fait, merci. Je reviens à tout ça. J'en ai pour 1 heure encore. Non, okay, pas brancher le... Pas brancher, je ne parle pas de brancher je ne parle pas de brancher sur la batterie de votre cellulaire, de ton appareil photo. Là. Ils vendent des petits power packs que tu peux brancher des ports USB, mais c'est un power pack. Tu peux brancher ton cellulaire là-dessus. C'est bon pour 7-8 heures. Tu peux brancher là-dessus le mot manque. Ta bande chauffante. Ta bande chauffante, c'est ça. Tu peux brancher ça là-dessus. Les capteurs APN pour les appareils photo numériques, il existe 2 sortes de capteurs APN. On a l'APS-C, comme toute la série des Canon T et même des Nikon D. Et vous avez les capteurs plein format. Vous voyez la grandeur entre les deux. Le capteur plein format est la grandeur d'un film standard 35 mm comme on avait dans le temps. Les capteurs APS-C, c'est des capteurs plus petits. C'est quasiment la moitié du capteur ici. Par contre, il y a des avantages sur un et des désavantages sur l'autre. Je vais tout vous montrer ça. Est-ce qu'il y a des questions à date? Avez-vous... C'est-tu clair? Ça va très bien, Paul. Ça va très bien. Parfait. Le plein format coûte beaucoup plus cher, mais on s'en sert surtout pour les photos du ciel en plan large, comme si on veut voir la Voie lactée, des constellations, des choses comme ça. Le capteur APS-C, je vais tout vous expliquer pourquoi, coûte moins cher, mais c'est surtout pour les photos du ciel profond. Le plein format capte plus de lumière que l'APS-C à optique équivalente. Autrement dit, si j'ai un 50 mm pour un plein format, contrairement à un 50 mm APS-C, je vais capter 50 mm avec mon plein format. Je ne capterai pas 50 mm avec mon APS-C si j'ai la même lentille. Je vais capter comme peut-être 85 mm. Par contre, il gère mieux la montée en ISO et sur un angle plus grand. Donc, plus pratique pour les photos de la Voie lactée et des constellations. Les APS-C, en revanche, bénéficient du facteur crop, le crop factor, diminuant leur angle de vue et les rendant plus pratiques pour les photos du ciel profond. En gros, pour avoir un plus gros zoom. Les capteurs APS-C et le facteur crop. Qu'est-ce que c'est ça?
La principale différence entre les boîtiers APS-C et le plein format se trouve au niveau du capteur. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le plein format est un format 35 mm. L'APS-C est beaucoup plus petit, c'est quasiment la moitié du capteur. Alors, la différence du capteur est une implication forte sur la longueur focale perçue par votre objectif. À focale identique, comme je vous expliquais, le champ de vision est plus petit pour l'APS-C que pour le plein format. On parle du coefficient multiplicateur pour expliquer ça. Prenons un exemple. Si je monte mon objectif 50 mm sur un réflexe plein format, j'obtiens une distance focale de 50 mm. Jusque-là, vous me suivez, il n'y a pas de problème avec ça, ça va bien. Par contre, si je monte le même objectif sur un réflexe APS-C, la distance focale perçue sera différente et liée au coefficient multiplicateur du capteur. Autrement dit, chez Canon, le coefficient de multiplicateur est 1,6 multiplié par 1,6. Chez Sony, Nikon et Pentax, il est de 1,5. Les capteurs de Sony, Nikon et Pentax sont un petit peu plus gros que ceux de Canon. Mais ça ne change pas sur toutes les focales, c'est la même chose. Alors, si j'ai un 50 mm, une longueur focale équivaut à 75 mm sur un APS-C Nikon et 80 mm sur un APS-C Canon. Par conséquent, l'angle de champ sera moins large avec un capteur APS-C qu'avec un capteur plein format. Pour cette raison, entre autres, les photographes souhaitent photographier aux très grands angles. Les voies lactées chaudes de main se tournent vers le plein format. Avec un objectif 18 mm, exemple, ça donne une longueur focale de 18 mm. Alors qu'avec un APS-C, le même 18 mm va vous donner 28 mm. OK? Alors, un moins grand angle. Voyez-vous, j'ai une question. Une photo 50 mm en plein format. Peut-être un peu, Paul. Karim, une question. Oui, Karim. Vous faites une question de Nicolas sur le chat. Il pose les canons de réflexe, est-ce qu'ils viennent avec des zooms ou ils ont des zooms intégrés ou non? Les Canon réflexes, ben, d'habitude, ils viennent, ça dépend, le kit vient avec le petit 18-55 là, à peu près. Là. Mais tu peux l'avoir aussi sans aucun objectif. Tu peux choisir tes objectifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas obligé de prendre des objectifs Canon. Tu peux prendre des très bonnes marques, Samyang, Tokina, Rokinon, même Tamron font des très bons objectifs moindres. Comme Sigma aussi font de très bons objectifs et c'est des objectifs tout simplement manuels. Ils n'ont pas d'autofocus dessus. Ils n'ont pas de stabilisateur, rien comme les Nikon ou les Canon. Ton objectif est moins cher. Par contre, elle va être plus cher parce que le verre à l'intérieur est meilleur et plus, comme je pourrais dire, si tu prends une 18-55 Canon, que ça va te coûter 125$, tu vas peut-être en acheter une Sigma où la qualité de verre est meilleure. Par contre, elle est entièrement manuelle, mais elle va te coûter 2 fois plus cher. Alors, tu choisis. Tu veux de la qualité, ça te coûte plus cher, ou tu veux moins cher, mais avoir du pas pire. La photographie, là, c'est. L'astrophotographie, quand même, je dis, on peut se faire pour un budget de 1000$, mais je n'irai pas avec mon petit Kodak Instamatic comme j'ai. Il faut vraiment investir un petit peu. Mais c'est bon à vie. Hein. Okay. Oui. Juste un petit complément. Moi, j'ai des lentilles Sigma. Oui. Elles sont tout à fait ajustables et ils ont tous les mêmes gadgets. Là. OK. Oui, il y a des modèles qui les ont. Oui, c'est ça. Ça dépend des. De plus en plus. Alors, c'est ici pour le facteur crop, comme je vous ai dit, sur un plein format. Vous avez un 50 mm ici, vous voyez le plein format. Avec la même lentille, un APS-C, vous allez voir, pour un 50 mm, vous allez avoir 80 mm de focale. Pas de focale, mais de. Pardon, oui, c'est ça, de focale. L'angle de vue va être plus restreint. Je vous ai fait un petit graphique. Ici, pour une même focale, les capteurs de taille différente vont fournir des angles différents. J'ai un petit APS-C ici. La lentille est ici. Alors, pour prendre toute l'image du capteur, voyez-vous, l'angle est plus serré. Par contre, le 24-36, le plein format, qui est presque le double du APS-C, voyez-vous, vous avez un angle plus large. Comme je vous dis, pour un plein format, vous achetez une 50 mm, vous allez avoir du 50 mm. Paul? Oui? J'ai une question. APS-C, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais une Rebelle T7i, c'est du plein format, ça, ou pas? Non, tout ce qui est T, c'est du APS-C. Ah, OK.
Oui, c'est l'Advanced Photo System de type C, qui est approximativement, c'est comme les négatifs APS, comme on avait en argentique. Il y avait les gros négatifs 35 mm, mais après ça, on avait des plus petits négatifs. C'est ces négatifs-là. Ah bon. Si vous vous souvenez, dans les années 60-70, on avait ça. Là. Il y a d'autres questions? Non, c'est beau. C'est une grosse surprise pour moi. Là. Moi, J'étais pas né à les années 60. Ouais. Moi, j'en ai une par rapport à le multiplicateur de 1,5. Ça ne serait pas ce qu'ils appellent les 4 tiers? Non, c'est un autre format. C'est un autre format, le 4 tiers. Encore plus petit. J'en parle pas parce que ça commence à être trop petit pour l'astrophotographie. Pour ça. Voyez-vous, justement, ici, vous avez un full frame avec une Nikon D750 et une 13 mm à focale 2.8. Ça, c'est le full frame. Vous avez une caméra, les Nikon, les Sony, qui est 1.5 de crops, et la Canon, qui est un petit peu plus petit, 1.6. Alors, c'est l'image que vous allez obtenir avec la même lentille, avec une 13 mm. C'est ce qui fait la différence. Mais comme je vous dis, l'APS-C va être bon pour le ciel profond et le full frame va être bon pour la Voie lactée, les constellations, pour du grand champ. J'ai un petit tableau comparatif ici du capteur plein format versus l'APS-C. Voyez-vous, exemple, comme je vous disais, si j'ai une 50 mm, ça me donne pour soit une Nikon, Sony ou une Pentax, un APS-C qui est de 1.5. On multiplie 50 par 1.5, on obtient 75 mm. Pour le Nikon, le capteur est un peu plus petit. On multiplie par 1.6, on obtient 80 mm. Si je vais dans le 400 mm, mettons plein format, par contre, voyez-vous, au niveau d'un zoom, pas d'un zoom, mais d'un téléobjectif, un objectif à grande focale, avec un Sony, Nikon ou un Pentax, multiplié par 1.5, ça vous donne une focale de 600 mm. Et si vous allez dans l'APS-C, ça vous donne une focale de 645 mm. Fait que voyez-vous, vous avez un avantage avec l'APS-C, ça vous donne un zoom. Parce que votre capteur est plus petit, l'angle est plus petit, mais vous avez plus de champ. Les avantages, on a un viseur plus grand au niveau des capteurs plein format. La qualité d'image est meilleure en basse lumière, surtout parce que le capteur capte plus de lumière. Aussi, les photons captent plus de lumière. Le bokeh, ça, c'est le flou arrière. Vous voyez ça des fois dans des photos. C'est flou. Devant, c'est beau, mais c'est à grosse mode. Là, on appelle ça un bokeh. Votre flou en arrière est comme plus tendre, moins brusque. La profondeur de champ est moindre. OK? La plage dynamique est plus élevée et vous avez une meilleure gestion du bruit ISO. Les avantages des APS-C sont moins chers. Vous avez un défaut optique moins visible. Le boîtier et les objectifs sont plus légers aussi. Et les téléobjectifs moins chers grâce au facteur crop. Comme je vous dis, vous prenez un téléobjectif comme je vous ai montré, un 400 mm, vous allez avoir un 600 ou un 640 mm. Ensuite de ça, la profondeur de champ est plus grande avec les APS-C. On a des inconvénients aussi en plein format. Ils sont plus chers, effectivement. Les défauts optiques sont très visibles. Besoin des lentilles plein format qui coûtent relativement cher. Les téléobjectifs sont plus chers aussi. Les fichiers sont parfois plus lourds et votre profondeur de champ est moindre. Le boîtier et les objectifs sont plus lourds et encombrants aussi. Les inconvénients du niveau APS-C, le viseur est plus petit. La qualité d'image légèrement moins bonne en basse lumière. La plage dynamique est moins étendue. Et la profondeur de champ plus grande. Moins bonne gestion du bruit ISO. Je vais en revenir avec tous ces termes-là tout à l'heure. Vous allez tous comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? On continue. On va parler des objectifs maintenant. Il y a 5 modèles d'objectifs pour l'astrophotographie à l'APN. On a les super grands angles de 8 mm à 20 mm qui sont bons pour la Voie lactée ou des circumpolaires. Circumpolaires, pour les néophytes,
Vous voyez ça des fois, des photos, c'est comme toutes les étoiles tournent toutes en rond dans le même sens. C'est ça une circumpolaire. Vous voyez ça au grand angle. Après ça, on a les grands angles normaux de 24 mm à 40 mm pour photographier la Voie lactée. Les standards de 45 mm à 70 mm, la Voie lactée et les constellations. On a les téléphotos de 80 à 300, le ciel profond, les nébuleuses et galaxies. Et les super téléphotos de 400 mm à 1200 mm pour le ciel profond, les nébuleuses et galaxies. Canon ont fait une 1200 mm. Elle valait 150 000 $. C'est un super objectif. Je vous explique ici les super grands angles. Voyez-vous, j'ai un 14 mm qui va me donner un angle de vision de 114 degrés. Plus que j'augmente dans ma focale, plus que l'angle va être restreint. Si je vois dans les 50 mm, j'ai un angle de 45 degrés. Voyez-vous, ici en bas, ça vous montre à peu près comme il dit, c'est à peu près la vue normale d'un humain, là, 50 mm. Ça joue autour de ça. Une photo c'est une image qui jase beaucoup, ça. Oui. On peut bien comprendre avec ça ici. Oui. Les téléphotos ici, là, je vois dans un 135 mm, ça me donne un angle de 18 degrés. Voyez-vous ici, le 135 mm par rapport au 50 mm, je vais chercher plus de détails dans ma photo, je vais plus profondément dans ma photo, mais j'ai moins d'angles. Et si on va au 600 mm au bout, là, j'ai 4 degrés. Alors, je peux aller voir dans la fenêtre qui est ici, mais je vois juste les 3 fenêtres comparées aux 50 mm. Alors, plus que vous avez une focale haute, plus que votre champ de vision est restreint. Ensuite de ça, savez-vous que les objectifs d'un constructeur ne sont pas compatibles avec tous les appareils photo de ce même constructeur? Il y a tout d'abord la monture de l'objectif qui entre en jeu, le mécanisme pour visser à votre appareil. Mais même 2 objectifs utilisant la même monture peuvent être différents. L'un peut être compatible plein format et pas l'autre. On a ça avec Nikon, pas Nikon, mais Canon, justement. On a la gang d'objectifs EF et EFS. Les objectifs peuvent aller ensemble, mais on ne peut pas les mettre sur du plein format. Exact. De manière générale, c'est quasiment toujours vrai. Les appareils photo APS-C nécessitent des objectifs moins chers, plus compacts, plus légers que les appareils plein format. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les capteurs APS-C sont plus petits. Pardon. Par contre, attention, les APS-C et plein format ne sont pas incompatibles, mais fonctionnent seulement dans un sens. Une optique dédiée à un appareil photo APS-C, comme la plupart de nous ont, n'est pas compatible avec un appareil photo plein format. Si vous pouvez le mettre sur l'appareil, vous verrez un vignettage. Je vais vous dire c'est quoi tout à l'heure du vignettage. Un vignettage noir important sur les bords de l'image et devrait recadrer. Pourquoi? Parce que votre objectif APS-C, le bout de votre objectif est plus petit qu'un objectif grand format. Une optique dédiée à un appareil plein format, par contre, elle est compatible avec un appareil photo APS-C. Mais vous n'utilisez qu'une partie de l'optique seulement, le centre. Parce que là, vous allez avoir une grande fenêtre pour que la lumière rentre, mais votre capteur est plus petit. Alors, vous comprenez, comme je vous ai montré le graphique tout à l'heure, vous allez avoir un grand objectif, mais le capteur est plus petit. Fait qu'il va juste utiliser le centre. Cela risque de vous revenir bien plus cher qu'avec un APS-C. Ce sera comme utiliser une Formule 1 à plein centre-ville pour essayer dans le trafic. Si vous pensez passer au plein format un jour, vous voulez choisir le bon objectif, pensez à vérifier que votre objectif soit bien compatible plein format. Les sigles FX chez Nikon, EF chez Canon et FE chez Sony sont à privilégier si vous voulez passer au grand format. Je vous ai montré quelques objectifs grand angle. On parle de la qualité ici. Ils sont mieux utilisés pour photographier la Voie lactée, pour l'imagerie de traînées d'étoiles et circumpolaires ou pour capturer les pluies de météores. On a une belle petite Canon EF 14 mm 2.8 à 2800. Une petite Nikon, un mini zoom grand angle à 2099. Tokina, enfin très bon ici à 849. Et Rokinon, un petit 10 mm 2.8 à 699.
C'est quelques exemples. Il y en a des moins chers, mais je vous ai le montrer. En passant, tous ces prix-là sont pris chez Gosselin Photo. Alors, je ne les ai pas pris sur Amazon, rien. C'est tous les prix de chez Gosselin. Souvent, ils viennent en spéciaux, mais on vous enlever un petit 100$ dessus. Les objectifs réguliers. Les objectifs peuvent être utilisés pour observer la plus grande bande de la Voie lactée, photographier des constellations, faire de l'astrophotographie de paysage. Vous avez le petit Canon EFS 24 mm à 159$ et le Canon 50 mm f1.8 169$, le Nikon AF 35 mm 1.8 à 259$ et le Nikon 50 mm 1.8 249$. Cet objectif-ci, là, de 50 mm, moi, je suggère toute personne qui a une Canon devrait avoir cet objectif-là dans son sac à photo. C'est un des meilleurs objectifs que Canon a fait. À ce prix-là, là, on l'a même à 100$ en usagé sur Internet. Là. C'est fantastique. Le piqué de cet objectif-là là, est fantastique. Vous irez voir sur YouTube, tout le monde qui utilise cet objectif-là, ils disent tout le monde devrait l'avoir. Moi, j'en ai un, pareil comme celui-là. Puis franchement, là, c'est fantastique. Il y a une grande... 1.8, vous avez une grande ouverture focale. La lumière rentre. C'est un puits de lumière. Puis 50 mm, comme je vous ai dit, c'est pour photographier là, comme la vue normale. Cet été, j'ai pris des photos. Ma photo en rose que j'ai mis avec la comète... comment est-ce que ça s'appelle? NeoWise. NeoWise, là, en haut de l'observatoire, je l'ai pris avec cet objectif-là. Le piqué est très bon, l'image est claire, sauf que ma photo est rosée à cause que mon Canon est défiltré sur l'ultraviolet. C'est pour ça qu'on a une image rosée. Mais ça se corrige avec le traitement photo. Mais ça, là, à ce prix-là, là, vous devriez tout avoir ça. Juste une question à ce sujet-là, de cette lentille-là en particulier, Paul. Si on a, mettons, j'ai une lentille, moi, 17-55 f2.8, puis ça, c'est une 50, 1.8, c'est sûr que c'est plus lumineux, mais pour ce qui est de la longueur de champ, j'ai la même chose. Oui. Oui, sauf que, comme tu dis, elle est plus lumineuse. OK, c'est le 1.8 par rapport au 2.8. Okay. Oui, c'est ça. C'est double, c'est quasiment le triple de lumière qui rentre dedans. Okay. Puis en astrophotographie, il faut rechercher toujours des objectifs les plus lumineux, avec des F, des F les plus bas. Les F les plus bas. OK? Paul? Oui. Avec plus de lumière, tu te ramasses avec plus de pollution lumineuse en même temps? Ça dépend où tu prends tes photos. Non, à Laval, on sait ce que c'est. Là, on ira à Laval. Oui, c'est sûr, mais sauf que, comme je te dirais, il faut que tu baisses peut-être d'un stop. Vas-y à 2, 2.4, 2.8. Tu vas avoir moins, tes photos vont être plus claires. Tu vas perdre un peu de luminosité, mais ça va être moins, comme on dit, moins évident avec la pollution lumineuse. Mais en ville, c'est tellement difficile. Puis, d'année en année, là, je pense qu'il y a 15 jours, un vendredi soir, là, c'était super clean. Juste à l'œil nu, je pense que je voyais 1000 étoiles. Mais c'est une journée par année, par 2 ans. Là. C'est très, très rare. Là. C'est de beaux problèmes qu'on a. Mais, en ville aussi, vous pouvez utiliser les filtres, mais ça serait un autre sujet de conversation. Ben, j'en aurai encore pour un autre 2 heures au sujet des filtres. Là. Y a-t-il d'autres questions? Ça va? On continue. On s'en va des téléobjectifs. Les téléobjectifs sont souvent gros et lourds, mais peuvent bien zoomer. Cela les rend vraiment utiles pour l'imagerie des galaxies, des nébuleuses et des embats d'étoiles. On a plusieurs d'entre vous ont le fameux filtre, le fameux objectif, c'est le 50-250 ou le 70-300. Ce n'est pas des objectifs chers, mais ils font un job. Comme on le dit, là, partez pas en peur à acheter des objectifs à 1000$ ou à 5000$. Il y en a à tous les prix. Mais pour commencer, là, vous pouvez aller chercher des très beaux détails juste avec ces objectifs-là. La seule chose, comme je vous dis, peut-être les baisser. Si vous voulez faire du F4, mettez-les à F5.6, F6. Vous allez avoir, les étoiles vont être plus piquées. Votre ciel va être peut-être un peu moins clair, mais vos étoiles vont être plus piquées. Vous en avez ici du Canon 2.8, ça c'est très, très bon, mais c'est 1000$. Hein? Fait que, comme je vous dis, ça dépend des budgets.
La Tamron 18400, c'est un très bon objectif aussi, parce que, voyez-vous, on a 3.5 jusqu'à 6.3. Le secret en astrophotographie, c'est toujours avoir la focale la plus petite pour qu'il rentre le plus de lumière possible. Dites-vous ça, là, puis vous allez être en business. On parle d'intervallomètre. L'intervallomètre, c'est un... Un petit peu, Paul, il y a une question, je pense, avec Yvon. Oui. Oui, désolé. Une heureuse découverte que j'ai faite, c'est que mon Zoom 75-300 qui roulait sur ma Rebelle XT fonctionne sur la T7i. Oui, parce que c'est un APS-C. OK. C'est ça, puis tu as la même bague de montage. Oui, j'ai vu. Écoute, je l'ai essayé, là, puis j'ai une très belle surprise. Mais je ne pensais pas que ça valait juste 150$, ce Zoom-là. Non, c'est pas... Tu avais payé plus cher que ça à l'époque? Oui, à l'époque. Puis tu en as d'autres aussi. Tu as différents modèles dans ce modèle-là. Ici, tu as différents modèles. La M Mark III, je pense, c'est la moins bonne de la game, justement, celle-là. Là. Mais tu en as... même moi, j'utilise les objectifs FD, qui était l'ancienne modèle de Canon, qui ne font pas sur les nouveaux objectifs, sur les niveaux EOS qu'on appelle. Mais avec un adapteur, j'ai une vieille 28 mm, là, 1.8, puis ça fonctionne. J'ai un adapteur, puis ça fonctionne dessus. Là, c'est super bon. J'ai payé ça 20$. Là. Ma 500 mm que j'ai, moi, là, en cathode dioptrique, là, j'ai payé ça 40$. J'ai mis un adapteur là, dessus, puis j'ai une 500 mm là-dessus. Là. Fait que, ça en vaut la peine. Là. Sur le marketplace, les marchés usagers, là, allez-y, vous allez trouver des bons deals. C'est vraiment bon pour ça. Paul, oui. J'ai une question, Paul. J'aurais un petit complément, si on peut dire. Oui, Yvan. Ce qui se passe, des lentilles d'une même focale, mais plus vieilles pour des appareils plus vieux ou plus jeunes, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que les fonctions, souvent, ce n'est pas juste le système de baïonnette, le système de fixation qui peut être le même, sauf que ce système-là inclut aussi des contacts électriques pour amener du jus au foyer, à l'autofocus ou, par exemple, au stabilisateur optique qu'on a souvent dans des zooms. Alors, si tu prends une vieille lentille que tu mets sur une caméra neuve, ça peut très, très bien fonctionner si la bague de montage est fit, sauf que ça pourrait bien arriver que votre auto, si vous utilisez pour d'autres choses que l'astronomie, l'autofocus ou des autres ajustements automatiques ne fonctionnent pas. Ah, si vous voulez prendre des photos vous allez à la plage avec ça, là, oubliez ça, là, ça ne marchera pas. Là. Moi, je parle strictement astrophotographie. Je ne parle pas des autres sortes de photos. En astrophotographie, tout est manuel. Vos objectifs sont manuels, votre focus est manuel, il n'y a pas de stabilisateur. Tout est manuel. Vous ne pouvez pas prendre une photo sur automatique puis avec un autofocus, ça ne marchera pas. Vous allez avoir de la misère. Pour prendre de bonnes photos, on peut utiliser l'intervallomètre. J'ai une petite vidéo ici que le petit monsieur va vous expliquer. Soit au boîtier. Voici maintenant la description des fonctionnalités disponibles avec cette télécommande. Vous avez ici un bouton pour déclenchement unique. Si vous appuyez dessus, une photo est prise. Si vous appuyez fermement et que vous glissez vers le haut en mode bulbe, vous activez une photo à longue exposition et un chronomètre s'active ici. Vous avez ici le bouton 7, une molette de réglage qui vous permet de modifier les menus. Vous avez ici un bouton qui permet, lorsqu'il fait très sombre le soir, d'activer une petite lumière à l'intérieur. Si vous appuyez un peu plus longuement, la télécommande est verrouillée. Ça peut être pratique si vous transportez votre télécommande dans le sac photo pour éviter qu'elle se déclenche ou se modifie de façon impromptue. Le bouton ici, Timer Start Stop, permet de déclencher la prise de photo selon les paramètres que vous aurez prédéfinis. Vous avez ici tous les menus en haut. Vous voyez délai, long, intervalle, N, la petite note de musique. Nous allons donc regarder attentivement ces paramètres que nous pouvons configurer. Ici, dans délai, vous allez choisir le nombre de temps avant que la télécommande s'active. Si vous placez votre télécommande le soir et que vous voulez que durant la nuit, la télécommande s'active, vous pouvez définir le temps. Lorsque vous voulez modifier un des menus, vous vous rendez
avec la petite ligne qui est en haut ici. Comme dans ce cas ici, je viens d'aller sur Délai. Vous appuyez ça. Le petit clignotement nous indique que nous pouvons modifier les temps grâce à la petite molette. C'est la façon de modifier les menus. Je vais maintenant aller à Long. Long permet de déterminer le temps d'exposition si votre appareil photo est programmé en mode bulbe. Nous allons dans Intervallomètre. Vous appuyez sur 7. Présentement, il est à 1 seconde. Et là, je l'ai mis à 3 secondes. Si j'appuie sur Timer Start Stop, à tous les 3 secondes, une photo est prise. Si nous allons sous la lettre N, nous pouvons activer le nombre de photos que nous allons prendre. Quand vous voyez 2 petites lignes, nous sommes en mode infini. C'est vous qui allez décider quand vous allez arrêter de faire des photos. Le nombre maximal de photos, sinon, est de 399. Si je veux prendre que 5 photos, ici, le décompte va s'activer et lorsque le chiffre va être arrivé à 0, la télécommande va inévitablement arrêter. La séquence sera terminée. C'est une des façons de prédéfinir la quantité de photos que vous désirez. Si vous mettez 250, la télécommande va arrêter après 250 photos. Dans mon cas, je suis toujours en mode infini. Dernière fonctionnalité importante à ajuster, c'est la petite note de musique. Vous pouvez activer ou désactiver le petit son que moi, personnellement, je trouve très désagréable, qui va se produire entre chaque photo. Nous avons donc fait le tour de la télécommande. Au tout début, lorsque c'était le temps de faire mes premiers timelapses, j'accrochais évidemment ce petit côté-là ici après le boîtier, fait que ça, c'était pas très compliqué. C'est ceci. Ceci, je le laissais pendre, mais avec le vent, ça allait frapper les pattes du trépied. C'était pas très agréable. Je passais à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, je l'entourais après la tête. Puis là, il fallait la défaire, puis c'était un petit peu pas la bonne façon. Vous voyez, il y a du velcro. Ça, c'est la technique la plus répandue chez les photographes de timelapse. On va dans un quincaillier, on achète du velcro, on en pose ici, on en pose sur le trépied, on dépose, elle colle. J'ai éprouvé de très mauvais résultats pour 2 raisons. Quand je fais des timelapses de soir ou de nuit et que je retire, je fais beaucoup de bruit. Et vous comprendrez bien que quand je fais des timelapses le soir, une des choses que je veux éviter, c'est d'attirer l'attention. Il existe aussi pour moi une deuxième contrainte avec le velcro. Je la dépose sur le trépied et soudainement, je me rends compte que je dois continuer la séquence, mais faire une variante au niveau de la télécommande. Des fois, je veux simplement accélérer le timelapse un peu. Donc, je dois modifier certains paramètres, mais là, sur le trépied, avec le velcro, quand je vais tirer, le trépied a tendance à vouloir suivre. Je fais donc trembler le trépied. J'ai donc passé à la dernière étape. J'ai un petit sac. Ma télécommande va dans le sac ici. C'est pour moi beaucoup plus efficace. C'est maintenant la technique que j'utilise le plus fréquemment. Je vous dirais que quand je fais un timelapse, je l'insère que très légèrement. Si j'ai à la sortir, ça se fait très facilement. Quand je désire me transporter d'un lieu à l'autre, là, je l'insère au maximum. C'est beaucoup plus propre, très efficace. C'est pas très dispendieux. J'ai payé environ 20 $. Vous avez regardé la vidéo au complet, vous êtes vraiment intéressé à faire des timelapses et vous êtes vraiment curieux de ce que peut apporter une télécommande. Regardez. Elle est toute nouvelle, elle arrive sur le marché. Elle a l'avantage d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles en un seul coup d'œil sur un écran. Vous vous rappelez quand je vous parlais de la télécommande au tout début, là, vous voyez maintenant les 3 lignes, on voit toutes les informations. La télécommande est un petit peu plus dispendieuse. On parle ici d'une télécommande qui nous coûte environ 50-55 $. Elle nous offre du confort. Elle n'offre pas de fonctionnalités supplémentaires. Par contre, pour le petit sac que je vous ai montré, il n'y a pas de compatibilité. Elle offre aussi un autre petit avantage. Quand on allume la lumière, particulièrement de soir, elle éclaire mieux, un éclairage vert doux. Une fois que je l'ai regardé, je ne me sens pas ébloui au niveau des yeux. Je ne perds pas ma capacité de regarder encore dans le noir. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. À la prochaine. Y a-t-il des questions sur l'intervallomètre? Je pense que notre petit monsieur est assez clair, non? Je pense que l'élément le plus important, je pense, avec les déclencheurs souples, comme ça, c'est pour éviter les vibrations. Exactement.
Ben, c'est pas bien cher, une petite télécommande. Moi, c'est Paul, $10 sur Amazon. Paul, Oui. Je voulais ajouter une chose, c'est qu'il existe des intervalomètres sans fil. Oui, bien, Ils sont pas mal plus pratiques pour. Moi, d'avancer de 5 secondes. Il existe des intervalomètres sans Paul, pratique. Vous avez votre petit intervalomètre dans votre main et sur le dessus de votre caméra, vous branchez le module sans fil qui est là. Alors, il n'y a plus de problème. C'est un petit peu plus dispendieux, c'est peut-être 50-60$, mais ça fait un job pareil. Ou, pas d'intervalomètre, vous pouvez prendre ceux qui ont des. Sur chaque appareil, vous avez comment on dit, voyons, le mot me manque, là, un compteur de dessus. Vous pouvez prendre des photos 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, là, vous pouvez l'activer, sauf que vous avez moins de jeux. Alors, c'est pour ça que l'intervalomètre, c'est une petite bébelle pas chère, mais c'est bien pratique. C'est bien pratique. On continue. Pas d'autres questions, ça va? Le problème, c'est qu'à moins 20, les batteries ne durent pas longtemps. Des piles au lithium, mon ami. Des piles au lithium. C'est ça que j'ai. Puis, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait 2 ans que je les ai dans mon intervalomètre, puis je n'ai jamais changé. Ça fait un job. Merci, toi aussi. Bonne journée. On continue. On va parler des cartes SD. C'est bien beau prendre des images, je te le quitte, mais on ne va plus chez Direct Film faire développer nos films. Hein? Alors, il faut mettre ça dans une carte SD, une carte mémoire. Encore là, les cartes SD, il y a bien des sortes. Oups, on va excusez, c'est trop vite. Moi, je recommande les cartes SD 32 GB ou une carte de 64 GB pour l'astrophoto. SanDisk et Transcend sont connus pour fabriquer de très bonnes cartes. Moi, j'ai celle-là ici à gauche. Je n'ai jamais eu de misère avec. J'en ai même 2. Là. J'ai 2 appareils. Puis, on en met de la photo là-dessus, les amis. C'est pas croyable. Puis, j'ai jamais eu de misère, même l'hiver à moins 20. Là, pas de problème là-dessus. Mais là, c'est bien beau la carte SD, mais il y a un paquet de bébelles là-dessus. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire, toutes ces petites choses-là? Excuse, Paul, une chose avant. Oui. Tu recommandes la 32 ou la 64 et est-ce que tu recommandes pas plus gros ou c'est quoi l'idée? Pourquoi juste ces deux-là? Parce qu'il y a le prix aussi, là. OK, parce que moi, j'en ai une de 128, fait que tu me fais peur un peu. Là. Si tu veux une 128 gigs, ça va te coûter pas loin de 200$. Là. Ah non, la mienne m'a coûté à peu près 60. Ouais. Peut-être 100. Peut-être ça. Ouais, c'est Walmart, mais c'est pas si pire. Là. Ouais, quelle marque que tu as? SanDisk. Et tant mieux. À 300 MB? Je pense, oui. Une classe 10? Je m'en rappelle plus. OK. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire sur toutes ces inscriptions-là. La première, la vitesse de lecture, le numéro 1 ici, 300 MB. Il s'agit de la vitesse de lecture séquentielle maximum de la carte mémoire en mégaoctets par seconde. Veuillez noter que la vitesse d'écriture sont rarement indiquées sur les cartes mémoire et que vous ne pourrez trouver ces informations que dans le manuel de la carte mémoire ou dans les spécifications répertoriées, ou un petit livre ou sur Internet. Dans ce cas-ci, la vitesse de lecture sur cette carte SD est de 300 MB secondes. Oui, mais est-ce qu'on connaît c'est quoi la vitesse de lecture de la caméra? Est-ce qu'il est compatible, meilleur ou plus petit que le 300 MB par seconde? Ben, ça va dépendre de la grosseur que tu prends tes fichiers. Si tu prends en JPEG, si tu prends en... Je ne parle pas de la photo, je parle pas de la grosseur du fichier de la photo, mais je parle de l'appareil, de la caméra elle-même quand on apparaît. C'est quoi sa possibilité de sa vitesse de lecture? Parce que si je prends une photo qui a, supposons, 10 MB de volume, ouais. Est-ce que la caméra pourra la lire ou l'écrire en 1 seconde versus 2 secondes, bien que c'est... Ça, je vais dire, ça va être spécifique à chaque caméra. Moi, la mienne, j'ai une petite 3i, c'est une caméra de 2011. Là. Puis ça lit, c'est pas de problème avec ça. Là. Puis j'ai pas de latence, rien. Là. Il lit un en arrière de l'autre, puis ça y va. Là. C'est quand même pas une caméra nouvelle que j'ai. Là. Puis j'ai pas de problème là-dessus.
C'est une bonne question. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais regarder sur les specs de ma caméra. C'est ça, parce que dans les spécificités des caméras, on voit ce que tu as parlé jusqu'à maintenant. Et moi aussi, dans ce que je connais, c'est rarement ou quasiment jamais j'ai vu c'est quoi la possibilité de l'appareil, de la caméra en tant qu'appareil, de sa vitesse de lire ou de lecture sur une carte. Peut-être les appareils pro, là, quand on est rendu au 6D Mark II, là, des choses comme ça, les appareils pro. Mais je t'avoue, c'est une bonne question. Hein? Karim, je vais me renseigner puis je te reviendrai là-dessus. Là. OK. Paul, là-dessus, je pourrais ajouter une chose, c'est que si tu prends que des images en format RAW, c'est important. Je vais revenir là-dessus, Normand. Oui, mais juste pour vous dire, pour répondre à ce qu'il vient de dire, que Karim vient de dire, si tu prends des images en format RAW seulement, la question de Karim est importante et pertinente, mais si tu les prends à la fois en RAW et en JPEG, ce n'est pas important. Parce que le JPEG est beaucoup plus rapide à lire. Oui, mais je vais revenir là-dessus. Il me reste encore 40 slides. Le numéro 2, on a le type de carte mémoire SD. Vous devriez également pouvoir localiser le logo de la carte SD propriétaire sur les étiquettes de carte mémoire, l'indication du type de carte SD, SDHC, SDX6. Dans ce cas particulier, il s'agit d'une carte mémoire SDXC. Voyons, la misère, SDXC. C'est la capacité de ta carte mémoire. La vitesse du boss. La vitesse du boss en UHS est également souvent décrite directement sur les étiquettes des cartes mémoire. C'est une carte UHS-I. Vous verrez seulement le chiffre romain, un I, alors qu'il s'agit d'une carte UHS-2. Vous verrez le chiffre 2 et comme dans le code de la carte ci-dessous. Ça va jusqu'à 3. On a le numéro 4, la classe de vitesse SD. Ce nombre indique la carte de classe, indique la classe de vitesse SD indiquée dans le tableau ci-dessus. Comme dans le cas ci-dessus, toutes les cartes SD modernes doivent avoir la cote minimale de 10, ce qui garantit une vitesse d'écriture séquentielle minimale de 10 mégaoctets secondes. On n'est plus dans le temps de nos vieux disques durs, puis même avant ça, ceux qui se souviennent, là, nos disques durs, c'est des cassettes. Là, tu sais. Fait que je remonte loin en arrière, les années 80. La classe de vitesse UHS. Outre la vitesse du boss UHS, vous trouverez généralement une mention de classe de vitesse UHS. Dans ces exemples particuliers, je constate que la carte a une vitesse d'écriture de 30 Mbps grâce à cette étiquette U3 qu'on voit ici. Et la capacité de la carte mémoire. La capacité de la carte mémoire est généralement affichée en grands chiffres. Comme on peut la voir ici, cette carte mémoire a une capacité de 128 GB. C'est comme ça que tu as, Pierre, dans ce style-là, non? Oui, en fait, j'ai ma carte ici là, dans ma caméra. Donc, en haut, c'est écrit 150 MB par seconde. Oui. SDXC, un genre de petit V30 avec un... Ça a l'air d'un 1 en lettre. Oui, en chiffre romain. Ouais. Ensuite, il y a un 3 dans une sorte de U, puis un 10 dans une sorte de C. C'est ça, c'est classe 10. C'est exactement comme celle-là ici. Là. OK. Sauf une vitesse de 150 mégabits au lieu de 300. C'est ça. Fait que non, me suis-tu fait avoir à 100$ ou je me rappelle plus combien? Non, c'est très bon. C'est bon. C'est un bon prix. Pour en finir avec les cartes SD, quelle que soit la carte SD que vous allez choisir, assurez-vous qu'elle est rapide, ce qui signifie qu'elle peut écrire rapidement les données dans sa mémoire et commencer à copier l'image suivante. Une carte SD rapide garantira que votre appareil photo ne ralentira pas pendant l'imagerie et vous êtes également moins susceptible de recevoir des messages d'erreur qui pourraient arrêter vos expositions. Est-ce qu'il y a des questions sur les cartes SD? La moyenne des prix, Paul, ça tourne dans quoi, ça, les cartes SD? À peu près 50-60 piastres. Là, Pour une 128? Non, pour une 64. OK. Ouais. C'est bon. On va parler des aberrations optiques. Justement, j'en ai une dans mes lunettes. Là. OK, c'est correct. Paul, tu vas m'aider, Paul Zanga, s'il y a des problèmes. Les aberrations optiques, c'est quoi? Une aberration optique est simplement une imperfection de la façon dont une lentille focalise la lumière.
Il existe un certain nombre de classifications différentes des aberrations et elle affecte les choses comme la netteté, la couleur, la mise au point, le grossissement et la distorsion de vos photos. En astrophotographie, notre sujet a tendance à être des sources ponctuelles de lumière, qui sont les étoiles, sur un ciel sombre qui est très contrasté, on parle de l'espace, de sorte que la présence d'aberrations de l'objectif peut sembler plus répandue en astrophotographie que sur des photographies de jour, de paysage, n'importe quoi. Je vous parle des principales aberrations optiques qu'on peut trouver. Il y en a d'autres, mais je pourrais passer la soirée ces aberrations optiques, mais j'en ai pris 5 en particulier. On a les aberrations chromatiques ici. On a les aberrations chromatiques, du coma qu'on appelle. On a les aberrations de l'astigmatisme. On a de la distorsion et le vignettage que je vous ai parlé tout à l'heure, qui arrivait avec nos objectifs APS-C, si on mettait ça sur un full frame, un plein format. L'aberration chromatique, c'est un problème de dispersion qui provoque la division de lumière blanche en ses couleurs respectives de l'arc-en-ciel. Voyez-vous, on prend une photo des étoiles, mais les étoiles sont comme toutes multicolores, là. Alors ça, on appelle ça une aberration chromatique. Prenez des notes parce qu'on va avoir un petit test à faire tout à l'heure. L'aberration chromatique, le coma, c'est nommé sous sa forme de comète sous les sources lumineuses ponctuelles. Elle se produit lorsque la lumière provenant d'une seule source entre dans le bord de l'objectif et n'est pas projetée à la même taille que la lumière entrant au centre de l'objectif. Ce qui vous donne des étoiles avec des halos. OK? Ou qui sont longues un petit peu, là, comme une comète. Alors, c'est un type d'aberration chromatique. L'astigmatisme. Les sources de lumière ponctuelles situées au bord du cadre semblent s'étirer sur une ligne. Voyez-vous, on a les étoiles, mais c'est comme des lignes. On peut avoir soit à gauche ou soit à droite, je ne me souviens plus du terme. Paul doit le savoir, mais je ne sais plus, je ne me souviens plus du thème. Vous pouvez avoir qui tire à gauche ou qui tire à droite. Ça dépend si tu es au foyer, in focus ou out focus. Exact. La distorsion est causée lorsque l'objectif projette des images de tailles différentes à différents points le long de la monture de l'objectif. On peut voir que les lignes ne sont pas droites. Hein? La route, là, tout est en courbe. On a une distorsion aussi. C'est souvent causé avec les grands angles, les super grands angles. Et le vignettage fait apparaître les bords du cadre plus sombres qu'au sort de l'image. Vous avez une image, mais tout le tour est assombri. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aberrations? Ça va? C'est bon. Bon, ben, on va passer au test. C'est quoi ça? Astigmatisme. Y a-t-il d'autres qui ont une autre réponse? C'est de la merde! Astigmatisme! C'est bon. Ça va être bon sur YouTube, ça. Ça, c'est quoi? On coupera au montage. Ça, c'est les Pléiades. Coma. Pardon? Problème de coma. Coma chromatique. Non, chromatique. Chromatique. Comment Les chromatique? étoiles ne sont pas étirées, c'est pas de la coma. C'est de la coma, ça? Non, c'est pas ils n'ont pas de l'air des petites comètes. Non. Regarde, ils sont tous Ils sont toutes ça de couleur, là. décentrés. C'est En ça. tout cas, en haut à droite, il y a de la coma. Ça, c'est quoi? Bon. Je savais que je vous aurais eu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un mauvais tracking. Il y en a qui ont de l'expérience, hein? Un problème de flou de bouger. Ça en est du coma. Voyez-vous, ils sont étirés, là. Ah, OK? Ça, c'est... Vignettage. C'est facile, ça. Pardon? Distorsion. Bon. Eh bien. Pendant le vignettage, c'est chaque bord. Ça, c'est... ça, c'est vignettage. Tu vois dans un trou. Ah. Pas pire. Il y en a qui suivent. Vous n'êtes pas tous endormis encore. C'est bon, c'est bon. On va changer de sujet. Le réglage de l'appareil photo.
La toute première étape à mettre sur votre APN, mettez-le en mode manuel ou bol. Sur votre petit cadran en haut, là, mettez ça en mode manuel. Comme je vous dis, en astrophotographie, au réflexe, à l'APN, c'est tout manuel. Il n'y a rien d'automatique. La vitesse d'obturation en astrophoto, les temps de pause adéquats, devrait être assez long pour qu'on puisse percevoir les étoiles qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et aussi mieux percevoir celles qu'on voit déjà. Mais il y a un problème car la poutre céleste bouge. Peux-tu revenir à la slide précédente, Paul, une seconde, s'il te plaît? Oui. OK, c'est le bouton que. OK, je corrige. Oui, c'est votre bouton que vous avez sur votre caméra là, pour soit en mode OK, c'est bon. Manuel, la priorité ouverture automatique, ou cinéma. Okay. C'est bon, merci. Vous avez sur le dessus de votre caméra. C'est peut-être invisible pour nos yeux, mais au bout de 30 secondes, les étoiles se sont déplacées et de quelques degrés, ce qui laissera une petite traînée lumineuse si vous n'avez pas le bon temps de pause. En astrophoto, on parle souvent d'angle et surtout de temps d'arc. Voici à quoi correspond. Un cercle égale à 360 degrés. 1 degré égale à 60 minutes d'arc. Alors, une seconde égale, 1 degré égale à 60 secondes d'arc. La Lune à moitié, la Lune en moyenne a un diamètre apparent d'1 demi-degré, c'est-à-dire de 30 minutes d'arc ou 30 secondes d'arc. Pas 30 secondes, 30 minutes. 30 minutes. Le premier facteur du flou de bouger, votre capteur, vous serez avantagé par un capteur 24 par 36 dû à son angle de vue plus grand qu'un APS-C. Comme on a vu au tout début, le capteur du plein format ou full frame, vous allez voir ces deux expressions-là, full frame ou plein format, c'est la même chose, est beaucoup plus grand que le capteur APS-C. Alors, vous allez être avantagé pour le flou bouger. Les photosites sont également plus grands que sur les petits capteurs. Sur un grand format, vos photosites captent plus de lumière que sur un APS-C. Les étoiles mettront donc plus de temps pour passer d'un photosite à l'autre. Le deuxième facteur, la focale. Plus la focale est courte, en bas de 35 millimètres, plus l'angle sera grand et moins il y aura de flou de bouger sur l'image. Et le troisième facteur, le temps de pause, c'est le plus important. La fameuse règle du 500. Qu'est-ce que c'est ça, la règle du 500? Pour utiliser cette règle, c'est tout simple. Si votre capteur est un plein format, divisez le chiffre 500 par votre focale. Le résultat sera le temps de pause adéquat en secondes. Exemple, une focale de 24 mm divisé par 500 divisé par 24, vous allez avoir un temps de pause de 20,8 secondes. Avec une focale 24 mm, le temps de pause idéal, 24 par 30, en plein format, est de 20,8 secondes, comme je viens de vous dire. Si vous êtes en APS-C, on se souvient, on a le facteur crop. Vous pouvez directement diviser le résultat par 1,6 ou 1,5 si vous avez une Nikon, Sony, Panasonic. Exemple, toujours avec une 24 mm, 500 divisé par 24 mm, qui donne 20,8 secondes, divisé par 1,6 va vous donner 13 secondes. Excusez. Le temps de pause idéal avec un APS-C pour une 24 mm sera donc de 13 secondes. Est-ce que c'est clair pour... Oui, hey Paul. Oui. Juste une question. J'ai essayé de faire des photos comme ça au mois de décembre, puis la règle du 500, malheureusement, elle n'a pas tenu. Je voulais avoir si d'autres membres ont fait des essais. Moi, je dirais que c'est plutôt une règle du 250. Il faut que je divise tout par 2. Même avec mon plein format, là, straight, là. Ça ne marche pas, malheureusement. Je reviens. Je vais tout répondre à vos questions, mais ça s'en vient. C'est beau. Le temps de pause adéquat. Ici, on a une petite charte, un petit tableau que je vous ai mis. Là. Exemple, pour un 50 mm, pour un full frame, va être de 10 secondes. 500 divisé par 50 égale 10 secondes. Par contre, avec un Nikon, Fuji, Sony, ça va être de 7 secondes et un APS-C Canon qui est un peu plus petit, ça va être de 6 secondes. OK? Alors, vous avez une petite charte ici. Il y en a sur Internet. Vous pouvez en télécharger sur Internet. Mais, application pour les temps de pause idéal. Pourquoi se casser le basic? Calculer tout ça. Il existe une belle petite application pour Android et pour les iPhones qui s'appelle Pinpoint Star.
Puis c'est plus la règle du 500, c'est pas la règle du 340 pour les APS, c'est vraiment le temps de pause idéal. Je l'ai essayé, puis ça marche en petit pépère. Exemple, une Canon. Vous choisissez la marque de votre la marque de votre appareil photo. Vous choisissez le modèle. Exemple, un 500D. Ensuite, vous allez mettre la lentille dessus. Mettons une 18 mm. Oh, ici, il me dit 15 mm. OK? Avec une focale de 2,5 mm, ça va vous donner un temps de pause de 18,7 secondes. Puis c'est merveilleux, ça. Ça, c'est la solution. Cassez-vous pas le bicycle avec calculer ça, là. C'est le meilleur temps de pause. Puis ça, ces mesures-là viennent de... c'est pas un club, mais c'est l'association... Attendez, mais j'ai un blanc, là. Ça vient d'Europe, là. Puis c'est vraiment... Ils ont été calculés. Il y a des formules qui ont sorti, là, pour avoir vraiment ces bons temps de pause-là pour les appareils. Puis dessus, vous avez l'APS-C, vous avez les full frame. Vous mettez votre type de caméra, puis vous allez avoir le bon temps de pause idéal. C'est pour les cellulaires, les téléphones cellulaires, c'est ça? Non. Pour les réflexes. Non, je parle de l'application. Ah oui, excuse-moi. Oui. Ou les tablettes, là. Tu sais. OK. C'est ça. Oui. Non, avec un cellulaire, l'astrophoto, c'est un autre sujet. Ça se fait, mais c'est un autre sujet. Paul? Oui, Michel? Ton application, c'est pour Android. Tu l'as pour aussi... La même? Pour les iPhone? Oui. Merci. Ça pour les deux. Paul, je suis en train de regarder Pinpoint Stars, puis moi j'ai un iPhone, puis je le vois pas, il n'apparaît pas. T'es sûr qu'elle existe? Ça n'apparaît pas non plus dans l'App Store ici. Ou ça apparaît peut-être sur un autre nom. Je vous avoue que j'ai du Android, mais il me disait que ça se faisait sur les deux. Là. Fait que c'est peut-être sur un autre nom. Mettez application, temps de pause adéquat, photographie, là. Ils vont sûrement vous sortir quelque chose. Là. Ça, cette application-là, PhotoPills, là, vous pourriez juste avoir cette application-là sur votre téléphone, là, puis c'est du petit gâteau. On va écouter la petite vidéo. Vraiment vos coordonnées, où vous êtes, ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, à quel moment de la journée vous voulez le faire, quel endroit vous voulez le faire. Mesurez tout. Vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes qui... vous l'avez, ces deux Android et iPhone. De shooter, là. On comprend que c'est pas de l'astrophoto, mais ça peut venir pour l'astrophoto. Programmer son coucher de soleil d'avance. À telle heure, à tel moment de pause, à les coordonnées, tout. Et vous avez aussi à la fin à la fin du vidéo, là, vous avez aussi toutes les coordonnées. Vous avez les phases de la Lune. Vous avez ensuite, pour les time-lapse, vous avez là, pour choisir votre plan d'exposition, tout ça. C'est une application que
C'est un couteau suisse, ça. Il y a tout là-dessus. C'est fantastique comme application. Il y a des questions sur les temps de pause adéquats? Comme je vous dis, cassez-vous pas la tête à mesurer avec la règle du 500. Là, c'est quand même plus à date, ça, ces choses-là. Là. Tout se fait maintenant avec vos applications, puis ça va c'est tellement plus pratique. On va parler de la sensibilité ISO. Vous savez déjà que plus les ISO sont grands, plus la sensibilité du capteur de lumière est grande. La sensibilité ISO va vouloir venir en aide à réduire le temps de pause. Mais il y a un problème qui va se poser. C'est le fameux bruit. Le bruit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Quand on parle de bruit en image, ce sont tous le grain. Quand vous regardez une image, là, ouf, elle est pleine de grains. C'est pas clair. C'est comme flou. C'est pas clair. C'est pas net. Là. Alors, le bruit présent sur l'image se génère par le capteur lorsque les ISO sont trop hauts. Tout dépend aussi de votre appareil. Certains modèles, notamment chez Sony, sont réputés pour avoir des montées en ISO très propres. Les Sony A7S, et en montant, là, c'est de la caméra, ça, mon ami. Mais si vous avez un appareil réflexe d'entrée de gamme, vous allez avoir un peu ou beaucoup de bruit avec les ISO, au maximum 30 secondes de pause. Il ne faut pas aller plus que ça. La solution du problème de bruit reste l'empilage de photos. Mais ça nécessite une monture motorisée et l'empilage se fait plus pour le ciel profond. L'empilage de photos, on va en reparler un petit peu plus tard parce que vous allez avoir à en faire si vous voulez avoir une belle photo à la fin du ciel profond ou de vos images d'astrophotographie. Si vous possédez un appareil d'entrée de gamme avec une 1855, vous serez obligé de monter jusqu'à 6400 ISO pour commencer à avoir un bout de la voie lactée. OK? Si vos optiques s'ouvrent suffisamment, c'est pour ça que je parlais au début des optiques avec la plus basse focale possible, vous pouvez utiliser des valeurs couramment utilisées, c'est-à-dire entre 800 et 3200. Personnellement, moi, je prends mes photos entre 800 et 1600. Puis, pour ma Canon, c'est très bon à ces deux valeurs-là, entre 800 et 1600. L'ouverture, comme je vous disais tout à l'heure, sélectionnez l'ouverture la plus grande possible selon votre objectif pour faire entrer la plus grande quantité de lumière possible. Mais attention, si votre objectif est de mauvaise qualité, fermez d'un stop le diaphragme de sorte à limiter les aberrations chromatiques engendrées par les lentilles. Vous avez une 50 mm, 1.8, fermez-la à 2.8. Vous allez voir, votre photo va être plus nette, le piqué va être meilleur sur votre photo. 2.8, allez-y à 4. Il y a quand même beaucoup de lumière qui rentre là. C'est juste si votre objectif est de moins bonne qualité. Comme je vous dis, les objectifs, il y en a à tous les prix. Ça dépend avec le verre, avec qui c'est fait, comment il est fait. Si c'est un objectif standard, un objectif apochromatique qui corrige le chroma, il y en a des objectifs à tous les prix. Enlevez l'autofocus et mettez ça sur manuel focus. Ce que tu me disais tout à l'heure, Yvan, parlant des objectifs, là. Les nouveaux objectifs, vous avez, c'est tout électronique maintenant, vous avez la bague sur votre objectif autofocus ou manuel focus. Mettez toujours ça sur manuel focus. Vous allez pouvoir ajuster votre bague de focus vous-même. Stabilisateur aussi à off, hein? Oui, stabilisateur à off. Là, je vais vous montrer une autre manière de faire la mise au point avec le live view de votre caméra, avec votre écran extérieur de votre caméra. C'est une petite vidéo. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Learn when you're doing this hobby is how to focus on your DSLR without the telescope at night and on the stars. So if you don't know how to do this, you won't do much in this hobby. So this video is really aimed for the pure beginners who don't know how to focus with just a DSLR and their lens at night easily. And you will see it's pretty easy. So let's get to it. 90 seconds. First of all, make sure that your lens is set to manual and not automatic. So it's really easy. Just find a picture of the stars on your laptop. C'est pas compliqué. And just mettez ça sur votre laptop. Aim to any star and focus from there. That's how easy it is. No, don't do that. Faites pas ça avec votre laptop. Step 1. Check your settings.
Have your aperture wide open. The ISO doesn't matter too much, but it might help if it's higher. Then go to live view. Step 2. Aim your camera at one of the brightest stars in the sky, or at least in the general direction. It might appear if you randomly play with the focus. When you spot it, center it and use the digital zoom ×5, then ×10 while making sure it stays in your frame. Turn the focus ring on your lens until the star appears as small as possible. Usually you'll have to turn the focus ring all the way to one side and then backwards a tiny bit. Your lens is focused when the star will not become any smaller. Very easy. Some lenses have an infinity sign on them, which tells you exactly where to stop the focus ring to achieve perfect focus on the stars. We suggest not using that, but rather check for yourself in the live view because it might not be accurate enough for the stars. Alright, so that's it for this video on how to focus your DSLR and lens at night on a star. It was pretty easy, right? Well, it's gonna get harder from here on out. Yeah, so good luck with that. We have several tutorial videos if you need. Je vais vous expliquer. Vous voyez ma caméra ici? Là, je vais y aller à l'envers. Vous avez tous un écran derrière de vos caméras. Moi, la mienne est swivel, là, qui est très pratique, comme on dit, pour l'astrophotographie. Si vous on êtes, ne voit pas ta caméra, Paul. Là. Hein? On ne voit pas ta caméra. Là. Ah, vous voyez pas ma caméra? Non, on voit l'image qui est arrêtée là, sur la vidéo. Ah, OK, parce que... Clique sur le... Jean-Marc, clique sur le visage deux fois sur le visage de Paul. Oui, clique sur mon visage, tu vas me voir. Oh, excuse, j'avais enlevé. OK, je les avais enlevés. OK, c'est bon. Je marche à 3 écrans, c'est tout ça. Voyez-vous, j'ai mon... ce qu'on appelle le live view, c'est votre petit écran en arrière. C'est l'écran LCD qui vous permet d'avoir toutes vos informations de votre caméra. Ce qu'on fait, c'est que vous avez, moi, sur chacun de vos réflexes, vous avez, moi c'est à droite, là, vous avez des petites loupes pour augmenter ou diminuer. C'est une loupe électronique. Là. Vous montez jusqu'à 5 fois ou 10 fois ici. Je ne sais pas si... On va essayer de... Pas évident de focuser. Là. OK? Alors, quand vous prenez une étoile, vous la regardez dans votre, à travers votre viseur ici, vous pouvez augmenter votre loupe, OK? 5 fois, 10 fois. Et après ça, vous faites votre focus dessus. OK? Là, vous allez voir qu'elle est le plus clair possible. Et lorsque c'est fait, vous pouvez vous remettez votre focus comme normal. Ce n'est pas votre focus, mais vous enlevez la loupe et vous remettez ça normal. Votre focus est fait. C'est pas compliqué, ça prend 3 ou 4 minutes. Quand tu dis que tu pèses sur la loupe pour grossir, je veux dire, tu es sur ta cible à ce moment-là. Oui, tu es sur ton étoile. Okay. Une des étoiles les plus brillantes. Là. OK. Et tu la vois dans ton écran. Oui. Okay. Là, tu vas ajuster. On a, tout dépendant des modèles. Moi, ici, je peux aller. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. C'est parce que je n'ai pas d'image. C'est pas mal maudit. Voyez-vous ici, je peux bouger mon. Oui. Ton écran? Oui. Ah, c'est parce que j'ai un fond noir. Attends. C'est pas évident pour le montrer. Je peux bouger avec. Il y a un petit joystick. Je peux bouger. Ah, ça, on ne le voit pas. Je peux bouger il y a un petit cadre dans le milieu de mon appareil. Je peux le bouger à gauche, à droite. Vous avez un genre de petit joystick sur vos appareils, tout dépendant des sortes d'appareils, des modèles que vous avez. Et vous avez une loupe pour grossir 5 fois ou 10 fois. Il y a même des appareils maintenant qui vont jusqu'à 30 fois pour grossir. Alors, vous pouvez vraiment ajuster votre focus sur votre étoile et vous allez avoir un bon focus parfait. Mais, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur encore. Il y a une autre méthode encore. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Je peux... Ça va jusqu'à date. En tout cas, moi, ça me va. D'avoir été comme on dit, en live, pas en live, mais au local, c'est des choses qui se montent bien au local. Là, tu sais.
Allez, gars, si vous avez des questions, on... And yeah, good luck in this hobby. Merci beaucoup. Il existe le masque de Bahtinov. Bahtinov, qu'est-ce que c'est ça? Le masque de Bahtinov, c'est un dispositif permettant de faciliter la mise au point des instruments astronomiques. Il a été nommé par son inventeur Pavel Bahtinov en 2005. Le masque est constitué de 3 grilles distinctes, orientées selon 3 angles différents, de façon à produire une légère diffraction pour chaque grille. À la focale de l'instrument, lorsque celle-ci pointe une étoile suffisamment brillante. Lorsque la mise au point est modifiée, les éléments de diffraction forment de petits traits en forme de X qui partent de l'étoile et le trait central semble se déplacer de haut en bas. La mise au point est optimale lorsque le trait central est centré sur l'étoile et positionné symétriquement par rapport aux 2 autres traits. De ce fait, les mises au point approximativement sont rapidement décelées. Je vais vous le montrer que ça sert. C'est bien beau les sommes, on comprend rien. J'ai une petite vidéo ici qui va vous faire comprendre. J'ai mon badge de Bahtinov sur mon télescope ou sur ma lentille. Là, je focus. Tout le temps. Pif! Quand j'arrive ici dans le milieu, là, que j'ai une belle étoile, un beau... Des rayons? Des rayons, oui, c'est ça. Puis c'est vraiment pinpoint dans le milieu, là. Votre focus est bon. C'est encore mieux que le... Ça, vous faites ça par votre live view, là, par votre écran extérieur, là, de votre... Mais as-tu besoin de zoomer? Parce que moi, j'avais essayé à un moment donné, puis je voyais absolument rien. Je voyais le point d'attitude d'attente. De mon Bahtinov. OK. Avec ta caméra? Oui. Mais ça prend un masque de Bahtinov adapté à ton objectif. Exact. Je vais vous montrer supposément qu'il était calculé pour. Voyez-vous, puis là, quand on dézoome, ça se défait. Partage ton écran, Paul, s'il te plaît. Pardon? Partage ton écran, on voit juste ta binette, on voit juste... Hein? Ah, ben là, moi, je vois très bien son image, son écran. Oui. Cliquez plus sur ma binette, là. Cliquez sur PowerPoint, là, sur le... Là, moi, je vois Pierre. Attends un peu, là. Yvan, dans le coin droit, en haut de l'image de Paul, View. Il y a affichage et écrit permuter. Clique sur permuter. Ah, moi, il est en anglais, là. Side. Swap. Oui. C'est ça. OK, Ça marche? merci beaucoup. Bienvenue. Les autres, avez-vous vu le vidéo un peu ou c'est correct? Oui, c'est bon. Parfait. On continue. Moi, j'ai une question, Paul. Oui. Pour faire ça avec un Bahtinov, ça prend une étoile très brillante, je pense. Mais c'est quoi, ça répond à la question de Pierre en même temps, là? Ouais. Tu prends n'importe quelle étoile, tu prends ça comme sur Sirius ou Betelgeuse? Oui. Méga, Sirius, c'est ça. J'ai Si deux je me rappelle bien, c'était Sirius. Pardon? Si je me rappelle bien, c'était Sirius. Oui. Mais voyez-vous, j'ai 2 sortes de Bahtinov. J'en ai un ici pour mon 6 pouces. C'est un masque de Bahtinov, mais les rayons sont assez discartés. Et j'en ai un pour mes objectifs standards. Voyez-vous, les rayons sont fins. Où t'as pris ça, Paul? Tout le monde me demande ça, hein? C'est homemade? Hein? C'est homemade? Non, c'est pas homemade, là. Ça, j'ai commandé ça, puis j'ai commandé ça sur AliExpress. Ça a pris 1 mois pour le recevoir. Puis c'est vraiment, là, c'est pas du plastique cheap, là. C'est très bon. Ça m'a coûté un gros 11$ avec le transport. Mais dis-moi, c'est la taille de ça, c'est la taille de l'objectif que tu utilises? Je vais répondre à ta question. Voyez-vous, il est installé sur ma caméra. Ce masque de Bahtinov-là, il est bon pour 65 mm jusqu'à 100 mm. Je vais juste revenir à l'autre. Voyez-vous, il est bon de 65 mm à 100 mm pour un objectif de cette grosseur-là. Puis celui-là, ici, c'est un 6 pouces. C'est bon de 158 à 193 mm sur mon Newton. Voyez-vous, je l'ai installé sur ma caméra ici. Mon objectif 50 mm est dessus. Mon zoom 55, 250 est dessus. Puis même mon 500 mm, il fonctionne dessus.
Puis je vais vous dire, les étoiles sont Sharp anti-pépère. Peux-tu me rappeler la marque? Oh, pas de marque, là. Je vous enverrai le lien, là, pour... Ouais, je pense que tu vas voir, il va y avoir des commandes. Je vous enverrai le lien. Même Abdel, quand j'ai montré ça, j'ai donné le lien. Il dit, j'en veux un. OK. On en veut tout un, là, comme c'est là. Ouais, c'est pas cher, là. Sauf que ça prend un mois pour le recevoir, à peu près. Ça vient de M. Shipping, ça. Hein? Ouais. Paul. Puis, Michel? Celui que tu dis que tu as fait venir par AliExpress, c'est celui qui va sur ta caméra, pas sur celui du télescope. Non, l'autre, c'est le Orion que j'ai acheté à la Maison de l'Astronomie. AliExpress. Oui. Oui. L'autre, là, le modèle qui va sur ton télescope, publicité, l'ancien président de la Fédération, le Jean-François, je ne sais plus qui. Larouche. Il en fabrique lui-même avec son imprimante 3D, puis il ne charge rien. Abdel en fait aussi. Hein. C'est moins loin encore. Oui, mais est-ce qu'il charge? Non. Il m'en a fait un, là. Puis, non, il ne m'a pas chargé. Mais c'est à vous de décider. Là, Ce qui arrive avec ton système de masse de Batimov, si je comprends bien, une fois que tu as utilisé ça et que tu as fait ton focus, tu peux faire une marque ou une trace. Enfin, une trace. Tu ne prends pas une clip, une broche pour graffiner ton objectif, là, mais tu peux te mettre un repère sur ton zoom, sur ta bague de zoom pour savoir. Oui, mais ton focus est fait, là. C'est ça, je te dis, une fois qu'il est fait, tu peux faire une marque sur ton objectif pour que la prochaine fois que tu vas utiliser ça, tu vas te le mettre tout de suite à cet endroit-là. Oui, encore, tu pourrais faire ça, si tu veux. Ça t'évite mais c'est toujours mieux de l'essayer pareil, parce que ça peut... ça ne sera pas assez précis avec la marque. Ça prend 1 minute à faire ça, là. OK. Marc-André a fait un commentaire, je pense. On était deux, trois parler en même temps. C'était quoi, Marc-André? Je disais qu'avec la marque sur ta caméra, ton objectif, ça ne sera pas assez précis. Tu n'atteindras pas le niveau de précision que le masque va te donner. C'est ça, je voulais savoir. C'est mieux de le faire. Juste l'épaisseur de ton crayon, s'il y a 2 mm d'épais, des fois, c'est... Oui, c'est vrai. Ouais. Pas grand-chose, hein? C'est bon. Okay. Avec les changements de température aussi pourraient affecter là, tout le mécanisme. Le mécanisme. Fait que c'est pas la peine de marquer la caméra pour ça. Même avec un tape, c'est pas la peine. Si tu sors de la brasserie, tu n'auras pas le même focus non plus, tu sais. Hey, Paul! Oui? Les lignes, appelle ça comme tu veux, là, sur ton masque. Oui. Sont-ils à peu près de la grosseur d'un cheveu, coudonc? Ah, c'est vraiment pas drôle. Il est où? Parce que je regarde sur AliExpress, puis j'en vois pas comme celui-là. Je sais que je l'ai mis, mon masque. En passant, si vous vous trompez et que vous allez sur Alibaba à la place, vous allez voir que les seules choses de Batinov, c'est des sous-vêtements. Il y a des lignes, mais ils ne sont pas dans le même sens. C'est ça. Ouais, exactement. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut à la caméra, là, c'est pas évident. Là. Ça n'a pas de sens. Pierre a raison, j'en vois pas de Mazebatinov comme ça sur AliExpress. Je vais vous envoyer le lien. Là. Ouais, s'il te plaît, parce que je le veux. Et vous, les lignes sont fines. Là. Ben, oui, même pas. Ah non, c'est pas évident, là. C'est vraiment fin. Là. Wow! Puis ceux que Abdel m'en a fait comme ça, sauf qu'il est trop petit pour mon 6 pouces, puis il m'en avait fait un autre comme ça. Là. Fait que c'est tout fait à l'imprimante 3D. Oui, mais probablement qu'avec ceux-là, sur une caméra, tu n'as pas assez de lumière pour que ça fonctionne bien. C'est ça. Plus fin que c'est, mieux que ton focus est idéal. Là, Paul, oui? Juste une expérience. Moi, j'ai un zoom 18-200. Oui. Puis, je vais te dire, j'ai essayé, c'était la seule lentille que j'avais depuis longtemps, parce que c'est une lentille tout allée, à part pour faire de l'astrophotographie. OK.
Et puis, je suis passé une soirée à essayer de photographier les constellations, puis bon, que je pouvais. J'ai tellement sacré après ça, plus jamais, je me suis dit, plus jamais je prendrai un zoom pour faire de l'astrophotographie. Effectivement. La raison pour ça, c'est que tu finis d'abord par trouver ta mise au foyer et que tu es donc heureux. Mm-hmm. Là, tu dis, je ne touche plus à rien. Mm-hmm. Là, tu vas faire juste un petit ajustement de ton zoom. Oh boy! C'est fait. Et même que ça donne que sur le mien, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai, puis juste la gravité, des fois, fait rentrer le zoom. Oui. Mais les anciens zooms là, qu'on avait, aujourd'hui, les zooms qu'on a, les zooms qu'on a aujourd'hui, ils tiennent en place. Ils ne descendront pas. Mais les anciens modèles qu'on avait, là, avec le temps, surtout nous autres, on fait ça le soir, on fait ça à l'humidité, le kit, le zoom peut descendre des fois. Il glisse, oui. C'est ça. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on est mieux de prendre un téléobjectif, un 200 mm ou un 135 f2, un 200 mm 2.8, whatever. C'est plus cher, c'est sûr. Mais vous allez avoir une qualité de photo, par exemple. Ouais. En passant, sur AliExpress, si vous écrivez Batinov, B-A-T-H-I-N-O-V, masque, DSLR, vous les avez. Oh, yes! Dans le carré de recherche, là. Je mettrai le lien sur notre Facebook, là. Okay. Je les ai devant moi, là. C'est 15 piastres, il y en a. D'un coup. Il y en a à différents prix, là, de 9 à 15 piastres US ou 7. Je pense que celui que tu vois, Paul, c'est celui à 7,50. Oui. Moi, ça m'a coûté 11 piastres et demi, le transport tout compris, tout. Puis, il est ajustable, là. Voyez-vous, j'ai des... Ouais, t'as des glissières. C'est ajustable, là. C'est comme les autres masques de Batinov, là. Vous pouvez les ajuster pour vos objectifs. Vous mettez vous avez des petites vis, là, puis vous ajustez votre masque. Il est à 7,50 US. Ouais. Ça prend un mois, mais ça en vaut la peine. D'autres questions, c'est Batinov? Jean-Marc? Oui. Ah, OK, ouais, tu as mis le lien. OK, ce que je n'avais pas vu. Ah, tu l'as mis sur le... OK, c'est gentil, Jean-Marc. Non, c'est moi qui l'ai mis. Ah, c'est Michel? Bon, merci. Oui, mais par défaut, il est en euros. Vous changez en haut la valeur monétaire. Oui, mais on va être au Canada, là. Canada. Oui, mais tu peux aller sur Ali puis mettre le prix en Canada. Tu peux avoir ton application en canadien. Oui, c'est écrit, tu choisis, j'ai rien à le faire. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai copié le lien, je vous l'ai donné, mais par défaut, il ne retient pas mes paramètres à moi, mes cookies à moi. Mes cookies à toi. C'est beau. Tu pourrais le mettre sur le site web aussi, Michel, c'est gentil. Je vais m'en occuper. OK, on continue. OK, 9h53. L'installation. Premièrement, votre position géographique. Dans les zones très touchées par la pollution lumineuse, la quasi-totalité des étoiles sont invisibles. On le sait, hein, à Laval, c'est même à notre observatoire, là. Même dans les ciels dégagés. Il est donc quasiment impossible de faire de l'astrophoto. En plan large, peut-être, car le ciel profond, c'est différent, proche d'une grande ville ou d'une métropole. L'hémisphère joue également un rôle car la voûte céleste est différente de l'autre côté de la Terre. Si on est au nord, on a le pôle nord céleste. Qu'est-ce qui nous montre le nord? Levez la main. Vous êtes tous des astronomes. Oui, Michel. Oui, Michel. L'étoile polaire. Ah, il y en a qui écoutent. Ne vous dormez pas encore. C'est bon. Parce que le temps de peser sur un mute, puis tu sais. Ah oui, c'est fatigant. Hein? C'est bon pour les doigts. Et si vous êtes dans l'hémisphère sud. Tu prends la verticale de la Croix du Sud. En plein ça. C'est ça de l'octan. Ou l'octan. C'est écrit. Vous avez juste à lire. Non, mais j'ai même pas lu, moi. Je les ai vus, je comprends un peu. Là. Bon, c'est bon. Fait que c'est ça. Dans le nord, c'est l'étoile polaire. Et dans le sud, on a la Croix du Sud ou la constellation de l'octan. Des applications pour la pollution lumineuse. J'en avais parlé quand j'ai fait mon cours, pas mon cours, mais présentation de ces applications. On a Astrosphérique, qui est très bon pour
les nuages, là, la densité des nuages, le kit. Et on a Light Pollution Map, Dark Sky et Astronomy Tool. Celui-là est plus complet. Par contre, j'aime bien Astrosphérique. Lui, il va être bon pour vous montrer partout sur la planète la pollution lumineuse qu'il y en a, puis vous pouvez zoomer à votre place. Alors, c'est toute l'échelle Bortle de 9 à 0. Alors, vous pouvez savoir à votre endroit comment est la pollution lumineuse, le taux de pollution lumineuse. Vous avez quelques instruments aussi d'astronomie. Je ne fais pas le tour complet, parce que je t'en avais parlé dans mon présentation, ces applications. Tu vas avoir un commentaire astrophérique, je pense, depuis que tu en as parlé, je vais voir à tous les jours. Oui, c'est bien pratique. Par contre, c'est pas 100%... C'est mieux que Météo Média. Ah, ça, tout est mieux que Météo Média. On a aussi pour les phases de la Lune. Quand c'est la pleine Lune, là, ça fait beaucoup de lumière. Ça éclaire le sol, ça éclaire les arbres, ça vous fait des ombres. Puis, la Lune, elle peut facilement gâter vos séances. Si possible, faites vos prises de vue lorsque la Lune est couchée. Ouais, mais quand est-ce qu'elle se couche, la Lune? Moi, j'utilise ça. Phase de la Lune de M2 Catalyst. C'est une application pour les phases de la Lune. Puis, c'est une application qui va vous donner les phases de la Lune actuelles à l'aide des visualisations les plus détaillées et scientifiquement exactes. Cette application utilise la simulation d'environnement lunaire créée par la NASA, le Lunar Reconnaissance Mission. Moi, j'utilise toujours ça. Alors, je connais les phases de la Lune. Si je veux photographier la pleine Lune, je sais quand. Si je veux photographier le ciel profond, je sais quand aussi. Il n'y a pas de pleine Lune. C'est une application qui est gratuite. Puis, vous n'avez... il y en a différentes sortes. Il y en a pour Android, il y en a pour Apple. Puis, ça s'équivaut tout. Moi, c'est la mienne que j'utilise. Ensuite de ça, l'installation sur le terrain. C'est bien beau, là. On a tous nos bébelles, notre caméra, nos objectifs, notre trépied. On est tous installés, mais là, on va aller sur le terrain. Puis, c'est le soir. Les règles de base pour rester au chaud. Quand même, c'est l'été, là, vous allez voir qu'à 2-3 heures du matin, là, quand ça fait 3-4 heures, vous prenez des photos, là, que c'est pas chaud comme l'après-midi, là. On suggère 3 couches. Une sous-couche pour les noyer la transpiration du corps en laine de mérino. Ça, c'est le top, c'est vrai. Une couche intermédiaire isolante, un genre de polar. Là. Et une couche extérieure, un petit coupe-vent. Ensuite de ça, couvrir en priorité la tête et le cou, parce que c'est par là qu'on perd le plus de chaleur. N'hésitez pas non plus à couvrir les mains et puis les pieds si besoin. Moi, l'hiver, j'utilise des gants mitaines qu'on appelle. Là. C'est comme une mitaine, mais je peux le flipper pour... Quand je veux quand je veux manipuler mes instruments, là. Et après ça, je remets ma mitaine sur ma main. C'est bien pratique. À l'équipeur, il en vend. Pensez à prendre un thermos de boisson chaude. Ce que je préfère, l'eau chaude avec un bouillon de cube, là, un Beauvril, quelque chose de même. Là. Ça contient du gras, du sel, puis c'est encore mieux que le café. Ça vous tient plus au chaud. Un petit siège pliant confortable peut être à l'aise. Si vous êtes vraiment frileux, ben, prenez également une couverture de laine. Ça peut vous aider aussi. Un attelage du ciel ou un planétarium. Ça, vous avez ça soit sur votre tablette, soit sur votre téléphone pour vous situer dans l'espace. Et enfin, prévoyez une lampe frontale. C'est plus pratique avec un filtre rouge amovible idéalement parce que pour voir ce que vous faites, pour ne pas éblouir. Surtout si vous êtes avec d'autres astronomes, la lumière rouge, ça n'éblouirait pas personne. Il n'y a personne qui va vous dire « Hey, tu m'as aveuglé, je viens de rater ma séance photo. » là, tu sais? Fait que la lumière rouge, il n'y a pas de problème avec ça. En résumé, on y arrive, ça ne sera pas long, il reste une dizaine de slides. On a besoin de quoi? On a besoin d'un trépied photo robuste. On a besoin d'un appareil photo avec un mode manuel, que ce soit un bridge, un réflexe ou un hybride. Avec un réflexe, un objectif lumineux, 2.8, voire 1.8 ou 1.4. Par contre, plus vous prenez des objectifs lumineux, plus que c'est cher. Plutôt pour les grands angles. Dans un premier temps, les focales fixes lumineuses sont ici tout indiquées. C'est de là, comme tu me disais, Yvan, avec le zoom, là, on avait la misère, puis c'est toujours mieux prendre un téléobjectif. Si tu auras le choix entre un téléobjectif et un zoom, prends un téléobjectif. Tu vas avoir une meilleure focale. Tu peux avoir du 2.8, tu peux avoir du f2 sur des téléobjectifs.
La Rockinon 135 mm f2, là, c'est toute une lentille, à peu près 700$. Si vous n'avez pas, si vous n'avez qu'un zoom kit de base, ça fonctionne aussi, mais en fermant un cran ou deux le diaphragme. Fait que vous allez perdre de la luminosité, comme il vous dit ici. Un intervalomètre de préférence. À défaut, on peut utiliser le retardateur sur votre APN, mais c'est beaucoup moins pratique. Mais comme disait Normand, maintenant, un intervalomètre sans fil, c'est le fun aussi. C'est un petit peu plus cher, mais vous n'avez pas de fil qui traîne, rien, puis ça va super bien. Des batteries bien chargées. Avoir plusieurs batteries permet de ne pas abréger trop l'empilement d'une session astrophoto, car c'est un domaine qui les sollicite énormément. Moi, j'ai 4 batteries par appareil. Puis même de ça, j'ai la batterie c'est une batterie que j'entre en arrière, puis que c'est sur le 110, c'est branché sur le 110. Fait que ma session dure 2, 3, 4 heures. L'appareil est toujours branché sur le 110. Il en faut pour Canon, il en faut pour Nikon aussi. C'est un adaptateur. C'est une genre de batterie que vous insérez dedans, puis avec un fil, puis le fil, vous le branchez dans le 110. C'est pas mal plus pratique que des batteries. Ensuite de ça, le réglage de l'appareil. Réglez votre appareil photo en mode d'exposition manuelle tout le temps. Ajoutez la compensation d'exposition à 0. Ça, c'est tous des paramètres que vous allez faire sur votre caméra. Choisissez la plus grande ouverture permise par votre objectif. Utilisez des vitesses d'obturation longues. Excuse-moi, la compensation à 0, c'est quoi ça? Sur votre... je vais te le montrer, là. Oups. Voyons. Menu. OK. Ça ne sera pas long. C'est la correction. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, je vais essayer de... Ouais, là, je le focus. Attends. On va zoomer un petit peu. Je focus, on va enlever le focus. Bon. Voyez-vous un peu? Oui. La correction d'exposition, le réglage dessus. Soit que ce soit plus clair ou plus sombre. En astrophotographie, mettez-le toujours sur 0. Ça, c'est dans vos paramètres sur votre appareil. Là. Vous allez dans le menu. Oui. Puis vous, correction d'exposition, et vous la mettez à 0 tout simplement. AEB, il appelle ça AEB. Ouais, c'est ça. OK, merci. Ajustez la sensibilité ISO en consultant votre histogramme. Ensuite de ça, désactivez la fonction de mise au point automatique. Sélectionnez la résolution la plus élevée pour la meilleure qualité de photo. Ensuite, très important, choisissez le format RAW ou RAW JPEG. Toujours le format RAW. En format RAW, pour les Nikon, vous allez avoir un fichier qui va sortir .CRE. Quand vous allez sortir votre carte SD, la mettre dans votre ordinateur, mettons, pour faire votre traitement, ça va être un fichier. Le focus est plus bon. Ça va être un fichier .CRE. Et pour les Nikon, ça va être des fichiers .NEF. C'est drôle, les Canon, c'est .CR2. CR2, oui, puis Nikon, c'est .NEF. OK. Régler la balance des blancs en lumière du jour. De toute façon, tout ça va se corriger au traitement. Puis ça, on va en parler de traitement photo lorsque Abdel va donner ses formations sur PixInsight. Paul? Oui? Si je me rappelle bien, la T7i va avec la température au lieu d'un preset. Pardon? La T7i, la Canon T7i. Oui. Si je me rappelle bien, pour la balance des blancs, va avec la température plutôt qu'avec des presets. Ah, ben ça se peut. Fait que la lumière du jour, c'est sur quelle température? Ça se pourrait. Lumière du jour, ça serait quelle température? C'est une lumière du jour, c'est 3000 Kelvin, à peu près, 3000 à peu près, de mémoire. Là. Merci bien. Je pense que c'est plus que ça. Non, plus que ça. C'est autour de 5000. 5000, oui, 5000 plus, hein, c'est ça. Okay. 5000. Merci bien. C'est bien. Ouais. Désactiver la réduction du bruit pour une exposition longue, ça c'est sûr. Définissez l'espace colorimétrique en sRGB. Encore là, sur dans votre menu, si je m'envoie ici, c'est pas évident de faire le zoom. Attendez.
mettre devant la caméra. Okay. Si je descends en bas, on va y aller à l'envers. Là. Ici, espace couleur. Si je clique dessus, vous avez Adobe RVB ou SRVB. Laissez-le sur SRVB. OK? Ça va être mieux aussi pour faire le pré-traitement après de vos photos. Ça va être plus facile. Désactiver le flash, ben oui. Si vous prenez des astrophotographies avec un flash, ben, je ne sais pas là, mais il n'y a pas grand-chose. Là. Ensuite, utiliser un déclencheur à distance, l'intervallomètre, comme je vous ai dit. Et activer le verrouillage du miroir pour les réflexes. Vous avez aussi l'option de verrouiller votre miroir. Comme ça, il n'y a pas de... Pardon. Vous n'entendrez pas un... à chaque fois. Là. Le miroir va être toujours verrouillé. Ainsi, alors, vous avez moins de bruit, puis ça évite des problèmes au niveau photographie pour avoir encore des images plus claires. Mais ce que je faisais, moi, à ce moment-là, Paul, c'est que si tu utilises ton écran LCD pour viser, le miroir se lève à ce moment-là. Oui. Mais tu vises une fois, là. Ah, OK. Parce qu'on ne prendra pas juste une pause, on va prendre plusieurs pauses. Je vais en venir à ça. Oui, il est déjà 10h06, là. Occultez le viseur de votre appareil. Autrement dit, votre écran en arrière, là, on est en dedans, ça ne paraît pas. Mais quand vous êtes dehors, là, ça l'éclaire en petit pépère, cette affaire-là. Vous avez un réglage dans votre menu pour régler l'intensité de votre viseur, de votre écran. Réglez-le au minimum. Moi, sur la mienne, j'ai downloadé le Magic Lantern. Canon peut voir ça. Puis, je peux avoir même un écran rouge dessus. Là. C'est un logiciel qu'on peut downloader. Sauf que donnez-le pas sur vos T7i qui sont neufs, ça annule la garantie. Paul? Oui? Dans tes ajustements, là, un dernier petit commentaire ou une précision que, pour l'avoir vécu, l'histoire du miroir qu'on peut verrouiller ou déverrouiller, laissez-le toujours verrouillé. Parce que ce qui arrive, sinon, il va se mettre à lever à chaque photo. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait vibrer l'appareil. C'est ça. C'est exactement ça. Vous scrapez vos photos. Exactement. On va parler des DOF. C'est quoi les DOF? C'est les Dark, Offset et Flat. Je vais y aller plus vite parce qu'il est déjà 10h07. Là. C'est vos photos. Vous prenez des Dark. Ce sont les images. Avant les Dark, on appelle ça les Light ou vos bruts. Vous allez prendre des photos brutes, mettons, je ne sais pas, au moins une trentaine de photos normales. Après ça, vous allez prendre vos darks. Les darks sont les images noires prises avec le capuchon sur l'objectif. Elles servent à réduire le bruit thermique lors du pré-traitement. On dit que les darks corrigent le signal thermique. Les offsets sont ou des bias. Vous allez voir les deux mots, offset ou bias, c'est la même affaire. Ils sont comme les darks prises avec le capuchon, mais servent à réduire le bruit de lecture provoqué sur l'appareil. Les offsets corrigent le signal offset, le bruit de lecture. Parce que votre senseur, c'est l'électronique qu'il y a là-dedans. C'est pas comme un bon vieux film qu'on avait 35 mm. Tout en électronique. Ça fait des parasites dans vos photos. Alors, toutes ces techniques-là vont aider à éliminer tous ces parasites-là ainsi que le bruit. Les flats sont des images presque totalement blanches qui servent à réduire le vignettage et les défauts de l'objectif, les taches, les rayures, etc. Ces défauts entraînent un fond d'image non uniforme, ce qui rend compliqué une visualisation correcte de toute l'image. Les flats corrigent les défauts d'uniformité. Les trois formats d'image vont servir à corriger les photos brutes, vos lights, de la région du ciel qu'on aura prise. Vous l'aurez compris, les DOF ne servent qu'en astrophotographie. Prenez pas ça le jour si vous allez voir les petits oiseaux. Là. Ça ne sert à rien de prendre des darks et des... Sans les DOF, votre image finale constitue alors seulement des brutes sera beaucoup plus bruitée si vous avez juste des brutes. Comment faire des darks? Les darks vont être réalisés exactement comme les brutes, sauf avec le même temps de pose, la même température extérieure, le même ISO, sauf que le capuchon sera installé sur l'objectif pour qu'aucun signal lumineux ne touche le capteur. Afin que vos images brutes que vous réalisez toujours en premier, on fait toujours nos lights, nos brutes. Après ça, soit fait de manière optimale pour les darks. Je vous conseille d'attendre 30 minutes dehors avant l'acquisition des images pour permettre à votre capteur de s'habituer à la température extérieure. Autrement dit,
quand vous sortez, prendre vos photos, sortez pas dessus le bain sale, puis là, clic. Laissez votre appareil à température. C'est la même chose pour un télescope. Lorsque vous sortez avec votre télescope, laissez-le un bon 30 minutes. Plus longtemps que vous le laissez à température extérieure, mieux que ça va être. Comment en faire par rapport à vos images brutes? Faites 2 tiers de dark. Donc, mettons, pour 100 images brutes, vous faites à peu près 60 dark, 65 dark, 66 dark. Les flats, puis ça, c'est vrai, je conseille de réaliser les flats après les dark pour pouvoir facilement les différencier sur toutes vos images dans vos futurs dossiers. Que toutes ces images-là vont être faites. Mettons, vous avez 100 light, 65 dark, une quarantaine de brut, une quarantaine de flat, puis autant de offset. Ça vous fait peut-être un 200-250 photos là, ou plus. Là, si vous faites vos bruts, si vous faites vos dark, après ça, vous refaites vos BIOS, comme je vais vous le montrer. Parce que quand vous allez télécharger ça sur votre ordinateur, vous allez voir toutes des photos noires. Laquelle est mon dark, laquelle est mon offset, je ne sais plus. C'est pour ça que je conseille de faire les flats. Sont des images totalement blanches, réalisées avec un écran projetant de la lumière blanche devant l'objectif de votre appareil. Pour cela, prenez votre téléphone, une portable, une tablette et affichez une image blanche à l'écran. Une image flat doit impérativement être réalisée dans les mêmes conditions optiques que les brutes, c'est-à-dire la même longueur focale, la même ouverture et la même mise au point. Vous pouvez prendre votre téléphone cellulaire, mettre un screen blanc dessus, là, une image blanche dessus, mettre ça sur votre objectif, sauf que faut le tenir. Là, hein? C'est juste fatigant. Moi, ce que je me suis fait, je me suis fait ce qu'on appelle une boîte à flat. Mais je l'ai faite pour mon Newton, pas pour mes... c'est une boîte à flat. Carrément une boîte. Dedans, j'ai mis un écran LED que j'ai acheté chez Amazon pour à peu près 12$, qui fonctionne avec un câble USB 5 volts. Je flanque ça sur mon télescope, je fais toutes mes flats avec ça, puis ça marche super bien. Concernant les il faudrait mentionner qu'il faut ajuster le temps de pause pour les flats afin de ne pas brûler les pixels. Oui, c'est ça. Même longueur focale, même ouverture et même mise au point. Et ouais, le temps, tu ne parles pas du temps. Ah, il n'y a pas le temps de pause, ouais, le même temps de pause, c'est ça. Oui, bien, c'est ça. Il faut l'ajuster par rapport à votre graphique là, que vous allez voir sur votre appareil. Oui, bon, la batterie est à terre, là, ça va bien. Il faut que parce que quand vous prenez une photo, un coup que la photo est prise, vous pouvez peser sur... ça dépend des appareils, là, vous pouvez aller dessus, vous allez voir un graphique qui va vous donner les couleurs, les 3 couleurs RGB sur votre appareil de téléphone. Votre appareil de téléphone. votre caméra. Et vous arrangez que les graphiques, soient aux 2 tiers à peu près, ou un peu plus à droite pour vos flats. Je vais continuer parce qu'il est déjà 10h15. Comment faire les flats? Ben, c'est ça, on le voit ici, le graphique, voyez-vous. Sur votre appareil, vous allez voir ça, vos graphiques, il faut qu'ils soient à peu près là, aux 2 tiers, 2 tiers de la droite, 2 tiers de la gauche. Là. En tout cas, il faut qu'ils soient ici à peu près pour faire vos flats. Vous pouvez voir ci-dessus l'histogramme que vos flats doivent avoir ce pic à 2 tiers de l'image. Pour faire ça, réglez la vitesse d'obturation pour obtenir le même résultat. Surtout, ne touchez pas à l'ouverture. Combien d'en faire? À peu près une quarantaine. Les offsets sont très simples à faire. Faites-les de préférence après les flats pour les repérer facilement dans votre dossier. Comme les dark, placez le bouchon de votre objectif. Vos offsets devront être coupés de tout signal lumineux. Ensuite, vous n'avez qu'à régler la vitesse d'obturation la plus haute possible. Moi, sur mon T3i, c'est 4000. Il y en a que ça peut aller à 6000, il y en a que ça peut aller à 8000, il y en a que ça peut aller à 12000. Vous le mettez le plus haut possible. Concernant les ISO, tout comme les flats, mettez-les à 100 ISO. Oh, pardon, excusez. Pour ne pas commencer de fatiguer. OK.
Le but des off-site va être de repérer le bruit que produit tout votre capteur lors d'une prise de vue. Ce bruit n'est pas flagrant, mais c'est tout de même une étape à ne pas négliger pour obtenir un beau résultat à la fin. Comment en faire? Entre 40 et 50 à peu près. Une fois les DOF acquis, il ne vous reste qu'à les rentrer dans un logiciel de pré-traitement pour l'astrophotographie. C'est à suivre. On va voir ça avec Abdel dans la semaine prochaine ou dans l'autre. Fait que, grosso modo, ben, c'est ça. Y a-t-il des questions? Oui, veux-tu revenir plein écran pour tout le monde, s'il vous plaît, Paul? Oui. Ça. Voilà. Merci. OK. Alors, on a eu une soirée assez chargée, pleine d'informations. Est-ce qu'il y en a qui avaient encore des questions pour Paul? De toute façon, il va être diffusé sur YouTube, là, si vous avez des... Oui, c'est vrai, on pourra le revoir. Là. Je vais mettre le lien dans le mot du président, puis tout le monde pourra aller le consulter par la suite, à ce moment-là. Je veux dire un gros merci, Paul. Il y a beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de recherche. C'était vraiment captivant, surtout que le fait que ce soit des caméras que la majorité des gens possèdent aussi, là, des DSLR ou des APN qui nous motivent à faire de l'astrophotographie. Puis là, il n'y a aucun guidage là-dessus. C'est seulement votre trépied, votre caméra, votre objectif. Il y a pas ça, de guidage. Un peu de patience puis du plaisir avec des défis à relever. Puis avec le concours d'astrophotographie que Abdel a mis à lancer à travers ça, ben, ça va nous donner des outils pour le réaliser. Alors, je te remercie beaucoup, sincèrement, pour tout le temps que tu as donné et les informations qu'on a reçues. Je pense qu'il va falloir revoir la présentation pour bien assimiler tes concepts. Surtout vers la fin, c'est devenu un peu technique, mais il faut passer par là si on veut des beaux résultats, de toute façon. Exactement. Bon. Alors, je te remercie. Là. Je prends 2 secondes pour dire les réunions qui s'en viennent. Pour votre information, malgré vous pouvez consulter ça sur le site web du club, qui est toujours mis à jour par Sébastien, qui est notre webmaster, puis qu'avec beaucoup de rigueur, là, il tient ça à jour là, quasiment à tous les jours, si ce n'est pas toutes les semaines. Alors, allez le consulter souvent. Alors, la semaine prochaine, 27 janvier, traitement d'images avec PixInsight avec Abdel, qui va nous aider à comment traiter les images, justement, qu'on prend avec nos caméras. Ensuite, le 3 février, ça va être la constellation du février et la deuxième partie du traitement d'images avec PixInsight avec Abdel. Et le 10 février, on a les miroirs de télescope avec Normand Follum. Il va nous expliquer comment il procède quand il fabrique des miroirs de télescope. Et j'attire votre attention sur ce que je parlais tout à l'heure. Le 18 février, autrement dit, au mois de février, qui devrait être le 17, qui est un mercredi, il n'y aura pas de réunion. On va se rencontrer plutôt le lendemain, le 18. On déplace la réunion parce que c'est l'arrivée de la sonde Persévérance sur Mars. Et la Fédération avec le Cosmodome font un Zoom public sur l'événement en direct. Et ce qui fait aussi, évidemment, que la sonde, elle n'arrive pas entre 8h et 10h, le temps de notre réunion, malheureusement. Ça va être dans l'après-midi. Jusqu'à date, là, c'est entre 14h et 15h que le Zoom devrait se faire, mais on va s'en reparler. C'est juste que vous mettiez votre agenda, 18 février, c'est un Zoom spécial pour l'arrivée de Persévérance sur Mars et il n'y aura pas de réunion la veille. C'est juste ça que je vais vous notier. Et à ce moment-là, ben, on vous donnera les détails quand ça se précisera davantage. On vous informera des heures pour que vous puissiez suivre l'événement en direct dans la mesure où ça va être possible pour vous. Je termine en vous mentionnant que 99,9% des membres ont renouvelé pour 2021. On est à ce jour 58 membres réinscrits pour 2021. Alors, on a terminé l'année dernière avec 64. Alors, on est confiant que les quelques-uns qui restent vont se réinscrire rapidement. Malgré le Zoom, malgré la pandémie, bien, on reste ensemble à communiquer et à partager notre passion. Alors, je vous remercie tous de votre fidélité et on se revoit la semaine prochaine pour la suite des choses. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des messages à passer avant qu'on se quitte? Alors, je vous laisse aller. C'est vrai qu'il est un peu tard. Il est rendu 10h20. Alors, je vous laisse aller vite à voir les nouvelles pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec M. Biden puis
babayes de M. Trump aujourd'hui. Alors, bonne soirée à tous. Bonne semaine. Bonne soirée. Et merci d'avoir été présent encore une fois. Faites attention à vous. Merci de votre attention. Merci. Okay, merci encore, Paul. Hein? Bye-bye. Salut, merci, Paul. Bye. Merci, Paul. plaisir. Biden a dévoilé une décision exécutive de rejoindre l'accord de Paris. Oui. Bye-bye. Bonne soirée. Bye-bye. Salut, Paul. Salut, merci encore, Paul. Hein? Magnifique soirée.